Bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on parle du whiplash ou le fameux coup de fouet du lapin, le mouvement au niveau du cou qui peut se produire lors d'un accident de voiture par exemple, qu'on peut appeler entorse cervicale. Et pour l'occasion, j'ai reçu le physiothérapeute Jean-Philippe Paquin qui est professeur et chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'UQAC, qui a un grand intérêt pour le whiplash, qui fait partie d'un groupe de recherche sur le sujet des douleurs cervicales, donc s'intéresse à tout ce qui est douleurs cervicales reliées à l'entorse entre autres, les maux de tête qui peuvent provenir de la région du cou. Donc, on fait un tour d'horizon aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que c'est le whiplash, qu'est-ce que c'est les causes, c'est quoi les facteurs de risque d'avoir des symptômes qui persistent. On parle de la prise en charge en aigu, donc qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'avoir un accident d'auto, par exemple, qu'on vient d'avoir cette problématique au niveau du cou, et qu'est-ce qui arrive quand les symptômes deviennent persistants. C'est quoi les causes d'avoir des persistances de symptômes, et surtout, c'est quoi les solutions, les interventions qu'on doit faire pour être capable d'agir et de ramener ces gens-là au niveau d'un fonctionnement et d'une qualité de vie normale. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation sur le whiplash avec le physiothérapeute Jean-Philippe Paquin. OK, alors on est parti pour un autre épisode avec Jean-Philippe Paquin. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Ça va super bien. Je te prends pendant que tu es de passage à Montréal parce que tu viens de loin du Saguenay. Puis tu es de passage pour enseigner un cours, si je ne me trompe pas, demain. Oui, exactement. Donc, demain, avec Atlas Médic, là, une formation continue qui va se donner ici, là, dans la métropole. Exact. Puis, on en profite pour parler d'un sujet qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on va parler du whiplash, le fameux coup de lapin, où des fois, les gens vont parler d'entorse cervicale. On va démêler tout ça sous peu. Mais d'abord, pour que les gens apprennent à te connaître un peu, sache pourquoi je t'ai invité. Toi, tu es quelqu'un qui a un intérêt particulier pour cette pathologie-là. Fait que peut-être juste résumer aux gens un sommaire de tes activités professionnelles qui correspondent un peu à ce que tu fais là, cliniquement, autant au niveau de l'enseignement, etc. Oui, bien écoute, moi, je suis bien évidemment physiothérapeute, là, gradué depuis presque 15 ans maintenant. Puis, j'ai développé assez rapidement un intérêt pour la thérapie manuelle de par l'exposition clinique, stage, etc. Puis, ça m'a poussé en fait à faire ma formation complète en thérapie manuelle avancée. Puis, c'est à travers cette formation-là que j'ai développé un peu plus d'intérêt là, pour la région cervicale. Fait que ça a donné comme ça. Là. Moi, j'ai fait mes cours un peu plus avancés dans une université ontarienne avec laquelle on devait faire un projet de recherche. Puis, à tout hasard, je suis tombé dans une équipe où on a fait un projet de recherche sur les problématiques de coût. Fait que c'est là que j'ai développé un petit peu plus l'intérêt à la fois scientifique et clinique. J'ai continué ensuite de ça un peu dans cette vague-là, en développant différents cours de formation continue, beaucoup vers les problèmes de maux de tête reliés au cou, les douleurs cervicales persistantes là, de façon générale. Puis par la suite, là, de fil en aiguille, j'ai même fait une maîtrise de recherche sur le sujet des céphalées cervicogéniques, c'est-à-dire les maux de tête qui proviennent du cou, dont à peu près 50% des cas là, post-accident de voiture. Fait que c'est sûr que c'est des sujets là, qui sont très, très reliés ensemble. Ouais. Maintenant, je te dirais que mes activités professionnelles principales, c'est beaucoup plus autour de l'enseignement. En fait, moi, je suis professeur régulier clinicien à l'Université du Québec à Chicoutimi en physio. Fait que c'est moi qui est responsable d'enseigner à peu près tout le volet là, musculo-squelettique. Parallèlement, je donne aussi de la formation continue pour différents organismes, dont Atlas Médic, justement, de la formation de demain, beaucoup en lien avec les pathologies orthopédiques du cadran supérieur, du cadran inférieur, beaucoup en lien avec la thérapie manuelle. Puis avec Atlas Médic, j'ai même un webinaire en ligne là, que tout professionnel de la santé là, peut acheter finalement, qui porte là, sur le whiplash. Fait que beaucoup de choses qu'on va discuter aujourd'hui, mais qui sont approfondies un petit peu plus. Parfait. Ça fait pas mal. Puis tu participes un petit peu à la recherche, hein? Je pense aussi un petit peu d'intérêt là-dedans. Oui, en fait. Avec un groupe de recherche, c'est si ça. je ne me trompe pas. Oui, en fait, avec la recherche, ça a continué. Là, moi, je fais partie d'un énorme groupe finalement, là, donc je suis juste un petit grain de sable sur une plage, mais c'est un gros groupe de recherche qui s'occupe de faire toutes les grandes revues systématiques sur les problématiques cervicales et les problématiques lombaires, puis qui publie vraiment là, des articles qui ont un très, très fort impact. Ouais. Donc moi, je suis sur un groupe de recherche là, qui analyse les différentes études cliniques qui ont été faites, qui indiquent quels sont les biais, c'est-à-dire les faiblesses de l'étude, quelles sont les forces de l'étude, puis ensuite on met tout ça ensemble là, pour produire des bilans, là. On a d'ailleurs 2 revues thématiques là, qui sont en cours de publication en ce moment. Super. Très hâte de lire ça. Fait que lançons-nous dans le vif du sujet. Oui.
moi, je suis un grand fan de définition. J'aime ça comprendre, mettre les choses dans des boîtes. Je pense que c'est important pour que les gens comprennent de quoi on va parler aujourd'hui parce qu'il y a différents termes qu'on peut entendre et ils ne sont pas tout le temps équivalents. Fait que, entre autres, l'idée du whiplash, l'entorse cervicale. Des fois, on va entendre parler de trauma cervical. Les gens vont aussi se demander c'est quoi la différence avec une commotion cérébrale. Fait que, bref, peut-être que d'emblée, on pourrait commencer par définir qu'est-ce que c'est le fameux whiplash, comment ça arrive, puis qu'est-ce que c'est. Bien, en fait, c'est vraiment intéressant parce que le whiplash en soi, la traduction directe en français, ce serait l'entorse cervicale. Mais normalement, on va définir une entorse comme étant une lésion d'un ou de plusieurs ligaments. Alors que ce n'est pas du tout le cas quand on parle d'entorse cervicale ou quand on parle d'entorse lombaire, qui est un peu l'équivalent dans le bas du dos. Ce qu'il faut comprendre avec le whiplash, c'est que c'est vraiment un terme, tout du moins en termes de littérature, puis on pourra approfondir le pourquoi après, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment associé à l'accident de voiture en soi. Indépendamment de la direction de l'accident, de quelle structure pourrait être lésée d'une quelconque façon, c'est le contexte qui semble jouer un rôle là, un petit peu plus important. Par définition, le whiplash ou l'entorse cervicale, qui est la version francophone, c'est vraiment un traumatisme qui implique accélération, décélération. Donc, on peut imaginer, par exemple, quelqu'un qui est en voiture derrière son volant, qui est immobile ou non, là, donc il peut être en train d'avancer. Et là, quand il arrive une collision, bien évidemment, la voiture va s'arrêter. La personne va rester à peu près contre son siège à cause de la ceinture de sécurité, mais la tête, elle, ne reste pas contre le siège. Donc, la tête, elle, par inertie, va continuer son mouvement, soit vers l'avant, vers le côté, selon la direction de l'impact, et ensuite, va se produire une espèce de rebond, donc de par la décélération, et va envoyer la tête dans l'autre direction. Donc, c'est vraiment ça, l'espèce d'entité traumatique qu'on appelle le whiplash. Maintenant, il faut savoir que le même type de mécanisme pourrait arriver dans d'autres circonstances, mais ça produit vraiment pas du tout les mêmes effets, en fait. En termes, quand tu dis dans d'autres circonstances, c'est qu'on pourrait avoir le même mouvement au niveau du cou qui se produit dans un autre contexte que l'accident d'auto, mais par le contexte de l'accident d'auto, on voit qu'il y a plus de problématiques associées à l'entorse cervicale quand ça arrive dans ce contexte-là. C'est ça que tu veux dire? Très clairement. Puis, pour te donner 2 exemples qui sont vraiment issus de la littérature et qui sont particulièrement intéressants, il y a des gens qui se sont intéressés à savoir quels sont les autres contextes ou les autres circonstances dans lesquelles on peut observer des traumatismes similaires. Dans les choses qui sont sorties, les joueurs de musique rock, ça a sorti. Les gens qui font du rodéo, ça a sorti. Puis l'autre qui est particulièrement intéressant, je dirais, c'est les gens qui font du derby de démolition. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du derby de démolition, imaginez un grand stade tout ouvert, là, dans lequel on met plein de vieilles voitures. Ils ont tout un conducteur, toutes les voitures sont en fonction. Et là, le but, c'est de se rentrer dedans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune voiture qui fonctionne. Puis le gagnant du derby de démolition, c'est celui qui a la dernière voiture encore en fonction. Fait que c'est quand même des accidents d'auto, mais dans un contexte, disons, ludique et volontaire et tout ça, fait que ça change quand même. Et ce que la littérature a démontré avec, bien évidemment, pas tant d'études que ça, là, mais dans ces autres populations-là qui pourtant subissent des traumatismes très similaires, puis parfois avec des forces même plus grandes et surtout plus répétées qu'avec un seul accident de voiture, on n'a pas nécessairement de douleurs chroniques ou de problématiques chroniques chez ces populations-là, alors que le stress mécanique est le même, voire même plus grand. Fait que c'est vraiment le contexte qui change complètement la perspective en lien avec le vrai accident de voiture versus un trauma similaire dans un contexte très différent. Puis une des choses que je trouve intéressante que tu as souligné, c'est que au genou, à la cheville, le terme entorse est assez clairement compris par les gens, c'est-à-dire un étirement ou une déchirure partielle ou complète de ligaments, des structures ligamentaires. Alors, peut-être que dans l'esprit de la population générale, quand ils subissent une entorse lombaire ou une entorse cervicale, ça implique nécessairement la blessure d'une structure. Donc, il y a peut-être cet effet contextuel associé à « je suis supposé avoir une blessure structurelle » qui peut aussi jouer en compte dans le contexte favorisant le développement de symptômes et aussi probablement aussi l'idée d'avoir de la crainte ou de la peur du mouvement du fait de penser d'avoir eu une blessure plus structurelle, plus grave peut-être. C'est certain que les facteurs, en fait, on peut même généraliser en appelant ça tout ce qui est facteur non biologique. Puis ça va être un sujet vraiment intéressant à approfondir, mais tout ce qui est peur, tout ce qui est croyance, tout ce qui est kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement, ce sont ces éléments-là, en fait, qui font en sorte que les douleurs persistent dans le temps au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre suite à une blessure comme ça. Et ce n'est vraiment pas du tout la présence, par exemple, d'une lésion ligamentaire ou d'une autre structure, comme par exemple un disque ou une articulation au niveau du cou ou même un muscle,
petite particularité au niveau des muscles à laquelle on pourra revenir, là, mais c'est vraiment pas ces facteurs-là qui jouent un rôle important en lien avec avoir une douleur ou non, avoir une douleur qui persiste ou non. Ouais. Puis, on a déjà nuancé qu'on peut avoir des traumas cervicales dans d'autres contextes. Donc, tout trauma cervical n'est pas nécessairement un whiplash. Le whiplash étant principalement associé à l'accident d'auto. Ce serait quoi la nuance à faire avec... Bon, on ne fera pas un cours de commotion cérébrale. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, entre autres un épisode avec Pierre Langevin. Oui. Mais on sait que dans le même contexte, tu sais, les similarités, c'est qu'il y a le contexte d'accélération, décélération aussi avec la commotion, mais plutôt avec le cerveau dans sa boîte coranienne. Donc, ce serait quoi l'élément clé, les éléments clés à comprendre en distinguant le whiplash de la commotion cérébrale? En fait, c'est vraiment, ça devient vraiment complexe parce que c'est deux entités qui, dans la majorité des cas, vont fort probablement coexister ensemble. Puis ça, il y a des études vraiment biomécaniques qui ont été faites sur le sujet puis qui ont démontré que la force nécessaire lors d'un trauma pour produire une commotion cérébrale était inférieure à la force nécessaire pour produire une blessure au niveau du cou. Donc, en termes, disons, un petit peu plus vulgarisés, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un accident de voiture demain matin et que j'ai une réelle lésion au niveau de mon cou, exemple une déchirure ligamentaire, bien, ça a pris plus de force pour engendrer cette déchirure ligamentaire-là que ce que ça n'en aurait pris aussi pour engendrer une commotion cérébrale. Donc, dans un cas comme ça, à moins d'avoir vraiment des facteurs qu'on pourrait dire protecteurs contre une commotion, il y a des très, très fortes chances que la lésion cervicale et la commotion viennent ensemble. D'ailleurs, quand on regarde la façon de diagnostiquer une entorse cervicale ou un whiplash, le modèle de classification qui est le plus utilisé en ce moment, c'est un modèle qu'on appelle le Quebec Task Force et il définit le whiplash en fait en 4 catégories. On peut mettre une 5e, là, c'est de 1 à 4, puis on peut mettre un 0 pour la personne qui a un accident d'auto et qui n'a aucun symptôme. Là. Ouais. Mais sinon, normalement, c'est de 1 à 4. Et bien évidemment, la catégorie 1, c'est le patient qui a presque rien. T'sais, il y a eu un accident d'auto, il y a eu des petites douleurs, mais il n'y a aucune déficience, aucune limitation, ça va se résorber. Puis la catégorie 4, bien, c'est la catégorie extrême, c'est-à-dire fracture, luxation vertébrale, etc. Mais quand on regarde un peu plus loin dans ce modèle-là, dans toutes les catégories, on inclut les symptômes qui peuvent s'apparenter à une commotion cérébrale, que ce soit étourdissement, nausées, vomissements, céphalée, on inclut même des troubles visuels, des troubles auditifs. Donc, on ne fait absolument pas de dissociation entre la commotion et le whiplash dans ces modèles-là. Pourquoi? Bien, parce que c'est deux entités qui vont coexister ensemble la grande majorité du temps. Oui, dans je présente souvent à des médecins de famille différentes conférences en musculo-squelettique, puis il y en a une sur la commotion cérébrale. Puis il y a une des diapos où je leur montre 2 colonnes de symptômes qui sont pratiquement identiques, puis je leur demande de distinguer qu'est-ce que c'est. Puis ben, il y a une colonne, c'est les principaux symptômes du whiplash, puis l'autre colonne, c'est les principaux symptômes de la commotion, puis c'est pratiquement identique, les symptômes qui peuvent en découler. Il y a une chose que tu as dit qui a accroché mon attention. Quand tu parlais des études qui ont regardé la force nécessaire pour créer une commotion cérébrale versus la force nécessaire pour blesser réellement une structure cervicale, tu disais que nécessairement, si tu as blessé une structure cervicale, tu auras eu une commotion. C'est bien ça que j'ai compris. C'est ce qui est le plus probable, oui. Mais, si je ne me trompe pas, les études qui s'intéressent à savoir quelle force peut créer un whiplash simplement, sans nécessairement blessure cervicale, là, on est largement inférieur que les impacts de force qui peuvent créer la commotion cérébrale. Oui, effectivement, parce que whiplash ne veut pas nécessairement dire lésion à une structure. Exactement. Ouais. Puis j'ai sorti les chiffres parce que ça, je trouve ça intéressant pour que les gens comprennent la perspective. Puis ça a été long avant que je trouve ces études-là parce que j'avais cette idée en tête de comprendre comment on fait juste basé sur le mécanisme de blessure pour savoir si c'est réellement plausible que quelqu'un ait eu une commotion cérébrale. Fait que l'étude que je cite, c'est une revue systématique de Gill en 2021 qui disait, en fait, ça s'intitulait How similar are whiplash and mild traumatic brain injury? Fait que, c'était justement, ils se posaient cette question-là. Et ils ont mis ça sur un graphique. Puis, pour s'intéresser à la force pour créer une commotion cérébrale, ils vont mesurer souvent le nombre de fois la force d'accélération gravitationnelle. Fait qu'ils vont parler de, par exemple, 10 G, 10 fois la force gravitationnelle. Puis, pour créer un whiplash, ça prend autour de 4 à 4,5 G, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. Et la commotion, on est beaucoup plus autour du 90 G en moyenne, mais souvent à partir de 60-70. Fait qu'on voit que ça fait quoi, 70 divisé par 4? 17 fois. Ça prend 17 fois plus de force créer une commotion que créer un whiplash. Et donc, par conclusion,
souvent, les commotions en accident d'auto vont venir avec un whiplash, donc potentiellement des problèmes cervicales. Et ça va faire un lien quand on va parler tantôt de cause d'avoir des symptômes persistants. Bien, clairement, les déficiences, les déficits au niveau du cou vont être d'intérêt, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait qu'au niveau pathophysiologie, tu sais, la blessure en soi, on peut appelons ça la blessure, tu sais, le whiplash, qu'est-ce qui se passe au niveau du cou? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des symptômes? Est-ce qu'il peut réellement avoir des blessures, des structures blessées? Si oui, à ce moment-là, ça va être quoi? En fait, presque toutes les structures peuvent être blessées. Ce qui est le plus étudié, c'est vraiment les traumatismes avec des composantes antéro-postérieures, donc de flexion, c'est-à-dire la tête qui va vers l'avant, extension, la tête qui va vers l'arrière, ce qui va se produire typiquement dans une collision soit avant ou soit arrière, en supposant que la tête du patient est droite. Là, il n'est pas en train de regarder à sa gauche ou à sa droite, par exemple. Et presque toutes les structures, en fait, peuvent être blessées soit par étirement ou par compression. Dans les choses qui ont été répertoriées comme étant les lésions les plus fréquentes suite à un whiplash, tout ce qui est déchirure de certains muscles profonds du cou par étirement et contraction excentrique, c'est-à-dire une contraction pendant qu'il s'étire pour tenter de protéger la région cervicale, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des hématomes au niveau de certaines structures de la gorge, donc on parle de larynx, pharynx, etc., etc. Il peut y avoir aussi des blessures par compression des articulations postérieures à la colonne cervicale, donc ce qu'on appelle les facettes. Donc, il peut se produire des lésions des cartilages, même des fractures à certains endroits à ce niveau-là. Et de façon un petit peu plus rare, on peut quand même avoir aussi des lésions ligamentaires postérieures au niveau de la région cervicale, mais ça, c'est un petit peu moins fréquent. Dans les cas très graves, donc quelqu'un qui a vraiment eu un accident majeur, c'est possible d'avoir des fractures vertébrales un peu plus importantes, c'est possible d'avoir des luxations vertébrales. Et dans ces cas-là, ben, souvent, ce sont des cas chirurgicaux. C'est pas rare qu'on peut avoir quand même un bon danger ou un bon compromis là, au niveau du système nerveux, soit central ou périphérique dans ces cas-là. Fait que ça, c'est vraiment, là, si on revient un peu à nos systèmes de classification, on tombe dans la catégorie 4, puis ça, c'est des urgences médicales. Là, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Après ça, ben, un petit peu tout est possible en termes de présentation là, symptomatique en soi, mais pas nécessairement relié à une blessure là, physique. Oui, clairement. C'est quand même impressionnant que le cou, qui est une structure ou une région qui est, disons, crue comme étant fragile dans la population générale, soit réellement capable structurellement de résister à d'aussi grands impacts, dans le sens où c'est rare de blesser gravement un cou, même dans un accident d'auto, là. Effectivement, c'est rare. Là. C'est vraiment pas la majorité des cas. Puis souvent, les gens ont l'impression que c'est très fragile parce que, bon... Ben, en fait, je ne sais pas trop pourquoi. il y a peut-être des raisons sociales, culturelles à ça aussi. Il y a peut-être des raisons aussi anatomiques. Tu sais, quelqu'un qui connaît un petit peu le squelette humain, ben oui, tu sais, la vertèbre cervicale est beaucoup plus petite que la vertèbre lombaire, par exemple, et tout ça. Mais on a tellement de masse musculaire autour qu'on a quand même beaucoup de choses pour se protéger là, au niveau du cou aussi. Moi, j'ai quelques hypothèses de pourquoi, de façon sociale, on croit que le cou est faible ou fragile, disons. Les films, tu sais, de tuer des gens en cassant le cou, tu sais, dans les films d'action, tu sais, ça semble... C'est vrai que ça semble facile. Ça semble si simple, tu sais, dans tous les films d'action. Entre autres, Jack Bauer dans 24, je ne sais pas si tu as la référence. Tout à fait. Fait que, tu sais, ça, c'est un des éléments, on dirait que ça semble simple. Tu sais, les accidents les plus graves qui amènent des paralysies, souvent, ça part d'une lésion au niveau du cou. Fait que, tu sais, des fois, les gens qui ont plongé dans un lac suite à un accident d'auto, qui vont avoir des lésions de la moelle épinière. Fait que, tu sais, la fameuse crainte d'être paralysé du corps complet quand on a une fracture au niveau du cou, bien, ça demeure des choses extrêmement rares, mais que quand ça arrive, c'est des conséquences dramatiques. Oui. Fait que peut-être qu'il y a ces éléments-là. Puis aussi le fait que la douleur cervicale, ça demeure très fréquent. Tu sais, je pense qu'on est autour de la 3e cause la plus fréquente dans les douleurs, si je ne me trompe pas. En tout cas, le dos, c'est la numéro 1. Oui, le dos, c'est la numéro 1. On est dans le top 3 là, avec le cou. Tout à fait. Puis, nécessairement, on a encore dans la population certaines croyances que nécessairement, s'il y a de la douleur, il y a des blessures, puis il y a des structures fragilisées ou des structures usées. Fait que peut-être que ça contribue à entretenir le discours de le cou est fragile. C'est possible. Puis un autre élément qui est peut-être pas nécessairement directement en lien avec la croyance de la fragilité, mais plutôt la
je vais dire, la croyance de la gravité d'une lésion, Ouais, le fameux collier cervical. ouais, Tu sais, effectivement. on voit quelqu'un qui porte un collier cervical, puis automatiquement, on a en tête que cette personne-là a une blessure très majeure, Ouais. puis il va potentiellement avoir des lésions neurologiques ou autres. Quand on regarde aussi dans la prise en charge des cas urgents, là, tu sais, c'est un peu la première chose qu'on fait. Tu sais, on stabilise le cou, on met un collier. Je dis pas que c'est une mauvaise pratique, là, absolument pas, mais peut-être que c'est des choses qui contribuent aussi à l'image de la fragilité de cette région-là. Ouais, effectivement. Vu que les physiothérapeutes sont des cliniciens qui peuvent voir les gens en accès direct en première ligne, on est bien formé pour le dépistage des pathologies graves pour être sûr que quand quelqu'un est dans notre bureau, évidemment, c'est quelqu'un qui bénéficie de soins en physiothérapie et c'est pas des soins médicaux qui sont nécessaires. Suite à un accident d'auto, par exemple, si on est les premiers à être en accès direct, c'est assurément important qu'on sache dépister ces éléments-là. C'est quoi les grandes pathologies graves à être sûr d'éliminer? Puis, tu sais, peut-être faire un tour de juste nommer le fait qu'on a des outils cliniques, des règles de prédiction clinique qui nous permettent de savoir si oui ou non le patient doit être dirigé vers un médecin, par exemple. Oui, tout à fait. Puis c'est des règles qui sont maintenant bien établies, bien validées à l'aide de questions qu'on va poser aux patients et de tests très simples. On est capable d'exclure la fracture avec un très haut niveau là, de confiance. On parle d'un niveau de confiance qui est au-delà du 99%. Puis ça, c'est des pratiques qu'on utilise dans les salles d'urgence, qu'on utilise dans les unités de médecine familiale. Pour les gens qui, comme moi, ont fait ou font encore de la physiothérapie sportive, on utilise ça directement sur le terrain. Donc, il y a des différents tests, différentes questions clés qu'on peut poser aux patients pour être presque certain à 100% qu'on a éliminé la fracture. Ouais. L'autre élément qu'on veut éliminer rapidement, typiquement, c'est les complications neurologiques. Et ça, avec un bilan neurologique qu'on peut très bien pratiquer en clinique, c'est-à-dire on va tester la sensibilité au toucher, principalement au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire les bras, les mains, les doigts, etc. On va tester la force, on va tester les réflexes. Ben, c'est des façons aussi qui sont très validées pour s'assurer que le courant passe bien encore dans le système nerveux. Donc, si le courant passe bien, c'est qu'il n'y a pas de perte de continuité, donc pas de lésions majeures ou de déchirures, par exemple, au niveau du système. Et on peut faire la même chose aussi pour le système nerveux central et les nerfs qui vont au niveau du visage. Donc, en faisant des tests comme, par exemple, des tests de vision, des tests de poursuite avec les yeux, la sensibilité au niveau du visage, la capacité à parler, à sortir la langue, etc. C'est des tests qu'on fait des fois de routine en clinique quand on travaille beaucoup avec cette clientèle-là. Puis les gens, ils viennent nous voir, ils ont mal dans le cou, puis là, on leur demande, bien, sors la langue, regarde en haut, regarde en bas. Ça semble un peu farfelu, mais c'est vraiment pour évaluer la conduction des nerfs. Et ça, c'est des choses très importantes parce que si on dépiste des anomalies là-dedans, ben ça, c'est des choses qui nous disent, ben non, on ne peut pas te toucher pour le moment. On va te faire évaluer avant au niveau médical pour s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie grave. La grande majorité du temps, il n'y en a pas, heureusement. Puis après ça, quand les gens reviennent, bien là, on peut commencer un suivi là, qui est sécuritaire. Fait que sans nécessairement devoir absolument aller vers des investigations plus poussées comme des radiographies ou d'autres types d'imagerie qui sont plus avancées, juste avec un bon examen clinique, on est capable d'être sécuritaire là, dans notre pratique. Ouais, c'est une des choses avec, je dirais, la jeune expérience que j'ai appris de nommer et de démontrer aux gens que j'ai fait un examen qui me permet de réduire ou d'éliminer la suspicion de pathologie grave. Parce que des fois, c'est clair pour nous, mais si on ne le verbalise pas aux gens qui ont eu l'accident, ils peuvent maintenir la crainte que tout n'a pas été fait pour être sûr qu'il était correct. Puis des fois, ben en fait, les gens ne savent pas que, par exemple, la règle que tu parlais, qui a une prédiction de 99% et plus pour exclure la fracture cervicale, la règle C-spine ou le C-spine rule, mais les gens, ils ne savent pas que cliniquement, on peut vraiment très bien exclure la nécessité de faire une radiographie. Fait que ça, il faut le communiquer aux gens. Mais on dirait qu'on n'a pas nécessairement le réflexe. C'est une fois qu'on a éliminé les pathologies graves, de prendre 2 minutes et de dire voici ce que j'ai fait, ça c'est correct, ça va bien. Donc, ce qui nous reste, c'est les séquelles de l'entorse au cou qu'on va être capable de prendre en charge. Oui, puis tu sais, quand on regarde dans la prise en charge en soi des patients qui présentent, qui ont eu un accident de voiture, là, donc avec un whiplash, les différents guides de pratique clinique, les différentes études sur le sujet là, qui sont je dirais des études de plus grande envergure dans les interventions qu'on va le plus souvent conseiller, c'est l'éducation au patient puis la réassurance du patient. Mais la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de leur expliquer qu'il n'y a rien de grave. Exact. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'analogie de la voiture parce que, mon père est mécanicien. Ah ouais, hein? Puis la première voiture que j'ai eue, c'était une voiture qui avait coûté 500 $. Puis dès sa deuxième année, disons qu'il est venu me dépanner très souvent. Mais j'ai aucune connaissance en mécanique. Fait que, à l'époque, moi, quand mon auto arrêtait de fonctionner,
c'était quand même un peu paniquant. Tu sais pas si elle va fonctionner ou non. Elle commence à faire un bruit bizarre, tu sais pas ce qui se passe, mais tu n'as aucune base de connaissances. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te le dise. Fait que c'est un petit peu la même chose quand nous, on voit des patients. C'est important de faire un examen qui est rigoureux, qui est structuré, qui nous permet d'être sécuritaire dans notre approche. Puis après, juste le fait de verbaliser au patient, de lui dire, regardez, j'ai éliminé ça, ça, ça et ça. Donc, il nous reste juste des choses qui sont mineures. Par mineures, on ne veut pas dire banales, parce qu'on ne veut pas non plus enlever de l'importance à ce que les gens ressentent. Donc, c'est pas banal, mais c'est pas dangereux, c'est pas grave. C'est souvent une première étape déjà pour les rassurer. Puis j'irais même un petit peu plus loin. Je pense que c'est aussi important juste de dire aux patients avec une petite phrase bien, bien simple avant de faire les tests. Qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi on le fait? Ouais. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais souvent dans un premier temps, mais je dis aux patients, bon, OK, là, vous avez eu un accident de voiture, on va se poser ce matin, là, donc on est vraiment en aigu-aigu, je suis le premier professionnel que vous voyez. Je vais vous poser une série de questions clés. Je vais faire quelques tests avec vous pour m'assurer que c'est sécuritaire de vous voir. Donc, on veut éliminer fractures, problèmes de système nerveux, n'importe quoi qui fait en sorte qu'il faudrait que je vous envoie à l'urgence. Ce serait bien surprenant qu'on trouve quelque chose, mais par sécurité, on va le faire. Fait que déjà, les gens, ils se sentent bien pris en charge. Une fois qu'on a éliminé ça, on refait un bilan avec le patient, on dit, écoutez, la bonne nouvelle, il n'y a rien de grave. J'ai aucune raison de m'inquiéter, j'ai aucune raison de vous envoyer à l'urgence. Maintenant, on va pousser notre examen un petit peu plus loin pour trouver des pistes de solutions. Là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont vos limitations, quels sont les problèmes qui persistent pour être capable de vous aider. Mais inquiétez-vous pas, en général, ça récupère bien à l'intérieur de quelques semaines, ça devrait très bien se passer. Et juste ça vient de modifier, pour certains patients, complètement leur trajectoire de récupération. Absolument. Puis ça, c'est du traitement déjà. Oui, exactement. Moi, je m'occupe du mentorat à l'interne dans notre réseau de cliniques pour les jeunes, fait que les nouveaux gradués. Puis j'entends souvent la phrase de leur bouche, « Ah, mais j'ai pas eu le temps de le traiter, tu sais, je l'ai juste évalué aujourd'hui. » Puis je m'assure de les reprendre puis de leur dire, tout ce que tu as fait en évaluation, c'est du traitement. Si tu as éduqué, si tu as expliqué, si tu as enseigné des exercices, tout ça, c'est du traitement. Fait que tu sais, on avait d'antan l'idée que du traitement, il fallait nécessairement avoir les mains sur un patient, mais il y a différentes interventions de traitement pour aider quelqu'un. Oui, puis je pense que c'est des interventions qui sont extrêmement puissantes parce que absolument. On voit les gens une demi-heure, 1 heure, si on est chanceux, 1h30 dans une semaine, mais les gens vivent toujours bien 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis, il suffit des fois de juste planter la bonne petite graine pour leur dire « Ah, tel élément, telle chose », puis ça va tout changer. Là. Ça va changer leur perspective, ça va changer leur comportement, ça va changer leurs attentes, ça va changer leur adhérence à ce qu'on leur demande. Puis c'est ces choses-là qui font la réelle différence. Fait que je dis pas que ce qu'on fait en clinique n'a pas d'importance, mais souvent c'est plutôt un catalyseur qui va faire en sorte que par la suite, les changements vont vraiment se faire et surtout perdurer dans le temps dans la vie quotidienne des patients. Oui, je suis bien d'accord. Donc, si on comprend mieux maintenant que quand les gens ont un accident d'auto, la majorité du temps n'auront pas de structure blessée de façon significative. C'est vrai. Pourquoi les gens ont mal? Ça, c'est toute qu'une question. C'est le gros sujet, en fait, parce qu'on veut comprendre comment faire en sorte que les gens ont moins de douleurs persistantes. Puis quand on regarde dans l'évolution de la pathologie, si on fait des chiffrons, là, ça varie un petit peu d'une étude à l'autre, là, mais de façon générale, c'est un 20% des gens post-accident de voiture qui va très, très bien récupérer. Donc, c'est des gens qui vont présenter des douleurs, qui vont présenter des limitations de mouvement dans les premiers jours, premières semaines, mais qui, par la suite, vont très bien récupérer, puis on pourrait presque ne rien faire avec eux, puis ça irait tout aussi bien. On a un 40% des gens qui sont classés comme étant modérés. Fait que ça, c'est des gens qui peuvent tomber, si on veut, d'un côté ou de l'autre de la montagne, là. Donc, s'ils sont bien pris en charge, qu'ils ont bien compris, qu'on a fait des bonnes interventions avec eux, ils vont récupérer. Ils vont présenter des fois des petites douleurs, des petits symptômes persistants, mais rien qui va avoir nécessairement un impact au niveau de leur fonction ou qui vont les faire souffrir en tant que tel. Et ensuite de ça, on a un 40% pour qui ça ira pas. Et malheureusement, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vont avoir encore des limitations, peut-être pas nécessairement capables de faire toutes leurs activités, que ce soit de loisirs, de sport, de travail, peu importe. Donc, on a un profil qui ressemble un peu à ça. Puis, quand on regarde tous ces gens-là,
puis qu'on se questionne sur, est-ce que les gens qui vont plus aller vers la pente de la chronicité ou ceux qui vont aller moins bien, est-ce qu'ils ont plus de blessures, par exemple, qu'on pourrait voir au niveau de l'imagerie? La réponse est non. Est-ce que c'est les gens qui ont eu les forces d'impact les plus importantes? Est-ce qu'ils ont eu un accident à 60 versus 80 km/h? Encore une fois, aucune corrélation. Est-ce que c'était les gens qui étaient au volant versus passagers? Est-ce que c'était les gens qui avaient une collision arrière, collision avant? Et à peu près tous ces facteurs-là n'ont aucun lien avec la récupération. Ce qu'on voit par contre qu'il y a un lien assez fort avec la récupération, c'est beaucoup l'anxiété, les troubles de personnalité, ce qu'on appelle la catastrophisation de la douleur. Fait que pour ceux qui veulent avoir une belle image de la catastrophisation de la douleur, là, je suis certain que vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont comme ça. Là. Ça, c'est les gens qui, par exemple, ont juste égaré leur clé le matin, puis c'est la catastrophe, puis la Terre va arrêter de tourner. Là. Donc, ça, c'est les gens qui sont dans la catastrophisation. Pour nous, en clinique, là, pour les gens qui aiment beaucoup utiliser l'échelle numérique analogue, là, donc de 0 à 10, vous avez mal comment? Ça, c'est la personne qui te répond 15. Fait que ça, c'est celui qui catastrophise beaucoup. Et c'est intimement lié à comment on est naturellement programmé au niveau de nos traits de personnalité. T'sais, la prédisposition à avoir de la catastrophisation, à de la douleur, c'est intimement lié aux traits qui favorisent dans la vie à vivre plus d'anxiété, par exemple. Oui, effectivement. Puis même, on peut aller plus loin que ça dans les études qui se sont penchées beaucoup sur la question de la douleur chronique. Puis on n'a pas accès à ça dans nos cliniques ou même dans les hôpitaux. On a accès à ça juste dans des laboratoires. Là. Mais on a étudié l'activité du cerveau chez ces gens-là. Puis c'est pas un phénomène qui est, je vais dire uniquement, parce qu'il y a une composante, mais c'est pas un phénomène qui est uniquement psychologique. C'est vraiment un phénomène qui est physiologique. Donc, ce qu'on a observé chez les gens, quand les gens ont mal, puis ça a été fait avec plein de protocoles différents, là, on remarque qu'il y a certaines zones de notre cerveau qui s'activent. Puis ça, c'est tout à fait normal. Mais chez les gens comme ça, qui ont de la catastrophisation ou qui ont d'autres facteurs comme ça qu'on dit non biologiques, ces gens-là vont démontrer la même activation au niveau du cerveau qu'une autre personne qui a une douleur aussi. Fait que c'est pas que la douleur, elle n'est pas réelle. C'est juste que c'est comme si le système était devenu très, très réactif à des stimulations qui ne devraient pas normalement être douloureuses, mais qui, chez ces personnes-là, vont devenir douloureuses. Et c'est beaucoup plus ces facteurs-là qui jouent un rôle. Il y a potentiellement des prédispositions génétiques là-dedans, mais on parle beaucoup des facteurs de type stress, anxiété, etc. Au niveau physique, vraiment, il y a quand même quelques éléments qui sont reliés à des douleurs persistantes. Ça a plus été étudié chez des gens qui étaient déjà sur la pente de la chronicité, puis on a un petit peu moins de données sur la phase aiguë, c'est-à-dire les premières semaines, par exemple, suite à l'accident, et surtout, on n'a pas de données sur les personnes pré-accident. Ça, on pourrait y revenir parce qu'il y a des éléments intéressants là-dedans. Là. Mais chez les gens qui sont un petit peu plus du profil chronique, c'est des gens aussi qui typiquement présentent un peu moins de masse musculaire au niveau du cou, principalement au niveau des muscles extenseurs, c'est-à-dire ceux qui sont en arrière, et qui ont aussi un petit peu plus d'infiltration graisseuse. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que un muscle, c'est dans une espèce d'enveloppe ou de poche, là, ce qu'on appelle un fascia. Fait que c'est une espèce de tissu un peu plus fibreux. Puis, ce tissu-là, il est plein. Il n'y a pas de vide à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, rien. Donc, quand le muscle en soi rétrécit, il y a un espace libre qui doit être comblé et c'est comblé par du tissu graisseux. C'est ce qu'on appelle l'infiltration graisseuse. Fait que chez les gens qui en ont un peu plus et conséquemment un peu moins de masse musculaire, on observe un petit peu plus de douleur chronique, mais on observe aussi des corrélations chez ces gens-là avec les facteurs non biologiques également. Puis on sait que des infiltrations graisseuses dans un muscle, ça témoigne d'une santé musculaire sous-optimale, disons. T'sais. Tout à fait, tout à fait. Intéressant. Puis je note aussi, parenthèse ou pour faire du pouce sur la catastrophisation, tu sais, en général, les gens qui ont de la catastrophisation à la douleur, c'est des gens qui sont aussi un peu programmés comme ça dans la vie. Tu sais, c'est rare. Oui. Tu sais, souvent, quand c'est ça avec la douleur, la façon que les gens gèrent la douleur, la réaction optimiste, pessimiste, négative, positive, c'est souvent comment les gens gèrent plusieurs autres situations de leur vie. Fait que, nos traits de personnalité nous prédisposent à réagir d'une façon ou d'une autre face à des stresseurs. La douleur est un stresseur. T'sais. Tout à fait. Puis d'ailleurs, dans les traits de personnalité qui sont associés à la chronicité de la douleur, dans les cas de whiplash, il y a les personnalités qui sont plus extroverties. Ah ouais, hein? Souvent, c'est des gens qui vont justement dans les extrêmes. Fait que c'est un petit peu ça qu'on voit aussi avec d'autres phénomènes. Très intéressant. Fait que ça commence à nous donner des pistes de solutions, en fait, des pistes de comprendre pourquoi des gens ont de la douleur associée à l'entorse cervicale. Parlons un peu de prise en charge initiale. Oui.
en phase aiguë, les gens viennent d'avoir un accident. Bon, prenons pour acquis qu'il n'y a rien de grave. On sait qu'on a éliminé les fractures, etc. Toutes les nerfs, tout va bien. C'est quoi les meilleures approches selon les guides de pratique, selon les évidences scientifiques qu'on devrait avoir pour la phase aiguë? Comment on prend en charge les gens initialement? Il y a plusieurs interventions en fait qu'il faut s'assurer de faire là, avec ces gens-là. La première chose qui est conseillée, c'est de expliquer aux patients, dédramatiser un petit peu la situation, fait que justement tout le côté rassurance, éducation qu'on avait tout à l'heure, et parallèlement les encourager à demeurer actifs. Oui, ça, c'est un élément clé. C'est vraiment un élément clé, puis c'est une des choses qui ressort dans presque tous les guides, là, puis justement, je suis en train de chercher ces éléments-là au moment où on se parle là, de façon un petit peu plus précise. Mais vraiment, le conseil de rester actif, c'est quelque chose qui est là tout le temps. Puis on sait que le mouvement en général va avoir un effet analgésique. Plusieurs théories en lien avec ça, de désensibilisation du système nerveux, de circulation sanguine, même au niveau de tout ce qui est hormonal, endocrinien. Il y a un paquet de choses qui peuvent nous aider là, à diminuer la douleur. Deuxième chose, une prise en charge. Donc, il faut que les gens sentent qu'ils sont pris en charge professionnellement, qu'ils sont écoutés, qu'ils sont compris, etc. Et quand on dit prise en charge, moi, j'aime beaucoup demander aux patients, toute clientèle confondue, là, qu'est-ce que vous avez l'impression qui va vous aider? Et souvent, les gens sont capables de nous donner une piste de solution. Tu sais, moi, la personne qui me dit « Ah, j'ai l'impression que j'ai quelque chose de bloqué puis qu'il faudrait que ça craque », à moins d'avoir une contre-indication quelconque, il y a des bonnes chances que j'utilise la manipulation chez cette personne-là, qui est une technique de haute vélocité avec laquelle on produit souvent un petit craquement ou un bruit articulaire. La personne qui me dit, au contraire, j'ai l'impression que c'est pas assez solide. J'ai l'impression que ça aurait besoin de soutien un peu. Ben, c'est clairement une personne chez qui je vais utiliser du renforcement musculaire ou des outils de stabilisation ou de soutien externe. Travailler la musculature. Et voilà. Puis on peut parler aussi de taping, d'orthèse, de choses qui vont quand même donner un petit support là, qui vont quand même être intéressants. L'autre élément qui va être à regarder avec ces gens-là, bien évidemment, essayer de normaliser le tout. De leur dire, on parlait de réassurance, mais c'est quoi rassurer un patient? C'est pas de lui dire ben, inquiète-toi pas, ça va bien aller, tout le monde, ça va bien, parce que là, bon, des fois, la portion être écoutée, être compris, peut-être un peu moins. D'aller vers quelque chose qui est trop empathique. Ah, pour vous, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça doit faire mal, etc. Là, on peut aussi amplifier les symptômes. D'un bord ou de l'autre, c'est pas nécessairement bon. C'est ça. Fait que la clé, c'est vraiment de normaliser. C'est de dire, ben, je comprends, vous avez X, Y symptômes, votre cou, il tourne pas super bien, exemple, à droite versus à gauche. En ce moment, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on voit dans la majorité des cas. Ça prend quelques semaines avec intervention X, Y, Z. Ça va revenir dans l'ordre progressivement, etc., etc. Fait que la normalisation, c'est vraiment un des éléments clés dans l'aspect de rassurer finalement les gens. Dans les autres choses qui peuvent être intéressantes aussi, ben, dans les outils là, classiques qu'on utilise, là, tout ce qu'on appelle thérapie manuelle. Donc, aussitôt qu'on met nos mains sur le patient au niveau du cou, entre les omoplates, donc au niveau du thorax, au niveau aussi des ceintures scapulaires, donc les omoplates en soi, et qu'on essaie de relâcher des muscles tendus, qu'on essaie de mobiliser des articulations, c'est des choses qui sont très soutenues par la littérature. Certaines techniques en particulier sont un petit peu plus efficaces que d'autres, mais de façon générale, si on se projette à 6, 12, 18 semaines, etc., c'est toutes des approches qui vont avoir un équivalent ou à peu près. Fait que ça, c'est des choses qui sont bien. Si on reste encore une fois dans l'aspect un petit peu plus spécifique à ce qu'on fait en réadaptation, le renforcement musculaire, au niveau du cou, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il y a des choses qui sont très légères, des choses qui sont un petit peu plus intensives. C'est des interventions qui sont très payantes à moyen, à long terme, qui vont faire en sorte que les gains vont rester dans le temps. Puis si on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure en lien avec les gens qui présentent des problèmes plus chroniques puis qui ont des problèmes un peu plus de masse musculaire, ben c'est tout à fait logique que de tenter d'augmenter la force, la masse des muscles, ben risque de les aider, ces gens-là. Fait que ça fait partie des autres éléments qui peuvent nous aider. J'ai une question en lien avec ça. Oui. Puis c'est peut-être pour allumer mon côté geek physio personnel, tant qu'à t'avoir avec moi. Souvent, il y a une question ou une dualité de savoir si on doit faire plus du renforcement musculaire versus du contrôle neuromusculaire ou de la rééducation neuromusculaire. Puis souvent, pour le grand public, la nuance entre les deux est difficile à comprendre. En général, les gens, quand ils veulent des exercices, ils vont presque toujours dire « je veux avoir mon cou plus fort », tu sais, versus des fois, c'est pas nécessairement un réel gain de la force musculaire qui est nécessaire pour l'amélioration des symptômes.
Puis, entre autres, dans la recherche, entre autres chez les whiplash, les entorses cervicales, mais même si on va plus loin dans les commotions et même dans les céphalées cervicogéniques, il y a certains groupes musculaires, entre autres les muscles profonds, les stabilisateurs, fait que les fléchisseurs profonds ou les extenseurs profonds, qui sont très, très, très étudiés. Fait qu'ils sont beaucoup étudiés, sont souvent déficients dans ces clientèles-là, dans ces populations-là. Puis, il y a certains tests qui sont développés pour dépister ce type de problématique-là. Puis, ça semble très soutenu par la littérature de rééduquer ces muscles-là. Veux-tu nous dire un peu ton point de vue quand toi, tu analyses au niveau de la science puis au niveau clinique? Qu'est-ce qui serait à savoir dans le contrôle neuromusculaire et sa pertinence versus quand est-ce qu'on pourrait avoir besoin un peu plus de réellement renforcer les muscles ou de viser à un gain de volume musculaire? Je sais que c'est une grosse question quand même. C'est une grosse question, mais c'est une question intéressante. Puis je pense que ça peut ouvrir la porte aussi à, je trouve, une des limites qu'on a beaucoup comme physiothérapeute. Donc, si je prends la question puis je la rends un petit peu plus large, on va aussi parler des exercices d'étirement parce que souvent, les gens ressentent le besoin de s'étirer. Tu sais, surtout quand il y a une perte de mobilité ou qu'il y a une sensation de raideur, les gens ressentent le besoin de s'étirer. Puis je pense que dans la population générale, c'est une croyance qui est encore présente que de dire que les exercices d'étirement vont aider à soulager la douleur ou vont aider à prévenir les blessures. Ça a été étudié spécifiquement pour le whiplash, on y reviendra, mais ça a été étudié de façon beaucoup plus large aussi chez les pathologies musculo-squelettiques et on sépare en général nos exercices en 3 grandes catégories et il y en aura une 4e applicable au whiplash et aux commotions. Mais les 3 grandes catégories, tu les as nommées, contrôle neuromusculaire. Donc, ce sont tous des exercices de recrutement musculaire, mais très sous-maximal. Ce qu'on vise, c'est de la précision, c'est pas nécessairement de la force. Ouais, il y a un effort un peu plus cognitif, c'est visualisation, connexion cerveau-muscle. Voilà, puis on veut des mouvements de petite amplitude, on veut une stabilité, ce genre de choses-là. Donc, c'est des exercices très pointus. C'est un peu comme jouer au dard. On ne lance pas un gros objet, on ne lance pas fort, mais on veut le lancer au centre de la cible. Le renforcement, c'est là qu'on veut un effort. On veut que ça brûle, on veut que ça chauffe, on veut que ça shake quasiment. Fait qu'on veut vraiment que le muscle travaille, que le muscle se fatigue. Fait que là, ça, c'est plus comme jouer au bowling. On veut ramasser toutes les quilles si on est capable. Pour créer des adaptations musculaires. Voilà. Et la 3e catégorie, les étirements, la plupart des gens les connaissent. On veut que le muscle s'étire, tenter de l'allonger ou de le rendre moins raide. Et ce que les études démontrent de façon assez claire, c'est que les étirements musculaires n'ont absolument aucun impact sur la douleur, sur la prévention de blessures. Dans certains cas, pour certaines circonstances, ça aurait même un effet néfaste. Chez certaines personnes, principalement à cause de leurs croyances, peuvent avoir quand même un effet bénéfique. Et quand les études combinent différentes choses, on arrive toujours un peu à la même conclusion. Les exercices d'étirement sont bénéfiques s'ils sont combinés avec de la force, mais ils ne sont pas plus bénéfiques que la force tout seul. Donc, en bout de ligne, ils donnent à peu près rien. Puis souvent, dans des études où ils prennent un groupe placebo, ils vont leur donner des étirements. Donc, ça en dit long de où c'est rendu les étirements comme qualité d'exercice. C'est bien accepté que c'est pas ce qu'il y a de plus utile, disons. Par contre, est-ce que cliniquement, je donne des étirements? La réponse est oui. Mais à qui est-ce que j'en donne? Au patient qui en veut ou au patient qui me dit quand je m'étire, ça me fait du bien. C'est ça. Un outil de modulation de douleur. C'est ça, exactement. Ça devient ça. Puis si c'est ça qui fonctionne pour le patient, tant mieux. Mais il faut aussi que le patient comprenne, puis que nous, on comprenne que c'est pas ça qui va régler le problème à moyen puis à long terme. Maintenant, au niveau d'exercices de recrutement musculaire versus force, puis même versus étirement, il y a une belle étude qui a été faite par Michel Sterling là-dessus, il y a peut-être une 20aine d'années maintenant, sur la population whiplash. 3 protocoles, 1 étirement, 1 force. Le renforcement, c'était quand même... Moi, je jugerais sous-maximal. C'était beaucoup renforcement avec le poids de la tête contre la gravité. Et contrôle musculaire, donc ça, c'est l'exercice classique qu'on donne à peu près à tout le monde, des cours fléchisseurs, c'est-à-dire patient couché sur le dos, langue au palais, on fait juste un petit oui comme ça avec les yeux, puis on ne veut pas que ça force trop fort. Et après plusieurs semaines, de mémoire, c'était un 6 semaines, le groupe qui avait le plus d'amélioration en termes de mobilité, de douleur, de fonction, était le groupe qui travaillait uniquement ces cours fléchisseurs. Et je pense que c'est de là que c'est parti beaucoup. Donc, on s'est dit, ça, c'est plus efficace que de la vraie force. C'est clairement plus efficace que les étirements, donc on va faire ça. Et là, il y a eu un gros élan de popularité envers cette famille d'exercices-là. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on voit un peu ailleurs dans le corps, pour à peu près toute population confondue qui présente des troubles cervicaux, donc ça inclut le whiplash, ça inclut les gens qui ont des maux de tête d'origine cervicale, ça inclut les gens qui ont des radiculopathies cervicales, ça c'est les gens qui ont des douleurs au cou, qui radient dans le bras avec des symptômes nerveux, ça inclut les gens qui ont des douleurs mécaniques cervicales, qu'elles soient d'origine posturale, donc beaucoup, depuis la COVID, télétravail, etc., les gens mal dans le cou quand ils travaillent à l'ordinateur,
tout comme le patient qui se lève le matin avec un torticolis. Ça marche chez tout le monde. Fait que c'est un très bon exercice passe-partout. C'est un très bon exercice de recrutement, de désensibilisation et d'entrée de jeu pour la réadaptation. Par contre, le problème que je vois avec ça à moyen puis à long terme, c'est clairement pas un exercice qui est suffisant pour générer un réel renforcement musculaire, puis encore moins pour générer une hypertrophie. Mhm. Ce qu'on veut dans les cas de whiplash, parce qu'on ne veut pas qu'il évolue vers le côté un petit peu plus chronique. Donc, ça prend les deux. Souvent, ce que j'aime bien faire en clinique et que je trouve qui fonctionne bien, première, deuxième semaine, selon l'évolution, la capacité du patient, je vais utiliser principalement mes cours fléchisseurs. Une fois que le patient est rendu confortable avec ça, j'intègre du renforcement. Mais on sait que si on va vers du renforcement global puis qu'on laisse complètement de côté des exercices un peu plus précis, on risque de perdre un peu cette capacité-là. Donc, je garde mes cours fléchisseurs en échauffement. Mhm. Et là, je dis au patient, bon, exemple, le protocole classique, 10 répétitions, 10 secondes, c'est ce qu'on faisait. Je veux que vous le gardiez. Faites-moi un 3-4 répétitions de 10 secondes, puis après, on passe à l'étape suivante. Et c'est une des choses qu'on voit dans plusieurs pathologies. On en parle beaucoup dans les cas de tendinopathie. En physiothérapie, on a de la difficulté à pousser à l'étape suivante et à l'étape suivante et à l'étape suivante. Parce que si on veut qu'un muscle ou qu'un tendon s'adapte, on doit créer un stress. Et on doit créer un stress qui est suffisant pour forcer l'adaptation. Mais à un certain moment, par manque de connaissances, par manque d'équipement, par manque d'adhérence du patient, il y a plein de raisons possibles. Ouais, il y a ça aussi. On a de la difficulté à aller plus loin, mais il faut, dans les faits, aller plus loin. Une des questions que je me pose, puis c'est souvent là où je me pose cette question-là de dualité, recrutement musculaire, renforcement. C'est pour moi, si on sort de la population douloureuse, c'est hors de tout doute les bénéfices du renforcement musculaire, de la qualité de la force maximale pour la santé à long terme, la santé tissulaire, osseuse, etc., performance sportive, etc. Dans les populations douloureuses, la question que je trouve qui est dure à répondre, c'est qu'on a de la misère à démontrer que le réel gain de force est un médiateur ou un prédicteur d'amélioration, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est probablement parce que dans les études, on étudie des moyennes, évidemment, chez les gens, Oui. puis que c'est dur de démontrer que ça a cet effet de prédire que les gens vont aller mieux en moyenne chez tout le monde. Puis probablement que si on améliore d'identifier les responders. Tu sais, c'est beaucoup là où la recherche elle est maintenant. C'est d'essayer d'identifier qui sont ces fameux répondants à du renforcement à haute charge très progressé versus des gens qui ont plus besoin vraiment de stabilisation précise puis d'aller un peu plus loin en termes d'endurance comme ça. Fait que souvent, c'est de cette question-là que je trouve difficile de faire le choix. Mon biais, moi, j'ai été beaucoup formé en contrôle moteur, en contrôle neuromusculaire. Fait que ma tendance est d'instaurer une bonne base solide de contrôle, de recrutement de ces muscles-là et ensuite de challenger de plus en plus dans la fonction, fait que ce soit en ajoutant du temps de maintien, une charge externe, double tâche. Parce que ce que je trouve intéressant des exercices de contrôle moteur, c'est qu'il y a un aspect cognitif, il y a un aspect proprioception, conscience corporelle, amélioration de comment le patient utilise son corps, comprendre comment il se place dans l'espace. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices qui se transfèrent après au quotidien pour mieux choisir le mouvement, la modification de mouvement pour s'adapter aux symptômes, par exemple. Oui. Puis c'est vraiment intéressant parce que je pense que de façon générale, la profession de physiothérapeute est beaucoup en lien avec ça lorsqu'on parle de prescription d'exercice et de leur progression. Mais quand on regarde ce qui se fait ailleurs, puis qu'on revient à certains concepts que tu as nommés, on se rend compte que c'est pas toujours soutenu dans la littérature. Mais là, il faut faire attention parce que souvent, quand on va, exemple, dans des études de performance, on n'est pas dans une population symptomatique. Ouais, mais je te donne un exemple que j'ai vu passer, en fait, hier ou aujourd'hui, qui est vraiment intéressant. C'est un gars qui est beaucoup dans l'aspect performance. Donc, c'est quelqu'un qui est un entraîneur de haut niveau, qui donne de la formation continue là-dessus, qui a fait de la recherche là-dessus, puis qui en fait encore aujourd'hui. Et il s'intéresse à principalement le bodybuilding puis l'hypertrophie. Mais il a sorti une étude dans laquelle il disait est-ce que ça fonctionne, le fameux mind-muscle connection? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 groupes de personnes qui ont entraîné à faire du bench press, donc exercice classique couché sur le dos, développé avec une barre. Et groupe A, on leur a dit, on s'assure que la technique est correcte, vous faites X répétitions, ça peut être par exemple des séries de 8 répétitions maximales, 3 fois semaine.
même protocole que dans l'autre groupe. Mais l'autre groupe, on leur a dit, OK, à chacune des répétitions, vous allez penser volontairement à contracter vos pectoraux à la fin. Donc, on avait cette espèce de lien cognitif-là que tu parlais à tantôt avec le contrôle mental. C'est ça, l'intention. Ce qu'on appelle vraiment le mind-muscle connection. Et après plusieurs semaines de protocole, on a regardé est-ce qu'un des deux groupes qui a développé plus de force que d'autres, est-ce qu'il y a même un des deux groupes qui a développé plus de masse musculaire que l'autre dans ses pectoraux, ce qui peut se valider avec des imageries, par exemple. Et les deux groupes étaient identiques. Donc, l'espèce de contraction volontaire n'est pas plus bénéfique que de juste mettre le stress mécanique, tout en s'assurant par contre que la technique est correcte. Puis ça, c'était dans une optique, le but visé était le gain de masse musculaire. C'est ça. Masse musculaire et force. Et force. Ouais, masse musculaire et force, parfait. C'est là, comme je dis, il faut faire attention parce qu'on n'est pas dans une population symptomatique. Mais moi, j'ai un petit peu, sans nécessairement dire laisser de côté complètement la théorie du contrôle moteur très fin, parce que quand on regarde dans les études qui ont comparé, par exemple, exercice contrôle moteur versus exercice de force un peu plus de type gainage, ça a été fait beaucoup dans les lombalgies, souvent on arrive sensiblement au même résultat, plein de raisons possibles à ça, bien évidemment, là. Mais ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est plus la qualité du mouvement. Fait que si je prends mon exemple de patient post-whiplash, à qui j'ai enseigné à recruter ses cours fléchisseurs, je vais m'assurer que dans ses gestes fonctionnels, dans les autres exercices que je vais lui donner, qu'il va conserver une certaine position neutre au niveau de son une intégration de l'habileté motrice dans la progression vers des exercices qui veulent avoir des contraintes plus élevées, fonctionnelles, etc. Oui, exactement. C'est ça, exactement, ouais. Mais donc je ne mettrai pas nécessairement l'emphase sur as-tu bien contracté tes cofléchisseurs à soulever cette charge-là? Je vais plutôt dire attention, ton menton a sorti, c'est pas ça qu'on veut. On veut s'assurer que la technique reste correcte. Mais souvent, chez les populations douloureuses, étant donné qu'il y a beaucoup de déficiences dans les muscles stabilisateurs, comme tu le dis, ben pour corriger cette technique-là, il faut passer par les exercices de base qui sont les exercices de contrôle. Mais le petit step qu'on a tendance souvent à manquer, c'est comment passer de ça à quelque chose qui est plus difficile. Puis, j'aime beaucoup dans ce temps-là parler des extenseurs cervicaux là, parce que c'est très, très révélateur quant au whiplash. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais deux, c'est quelque chose que je vois très souvent comme erreur en clinique. Donc, moi, je vois souvent des gens qui vont recommander un exercice de renforcement pour les extenseurs du cou. Et ce qu'ils vont recommander aux patients de façon typique, c'est un exercice isométrique, donc un exercice sans mouvement. On va demander aux patients de se coucher sur le ventre, la tête qui dépasse, par exemple, au bout du lit. Donc, le lit arrête à peu près au niveau des épaules. La tête est contre gravité. Et là, on dit gardez cette position-là 10 secondes, répétez ça 10 fois. Ça semble correct. Pas de problème avec ça. C'est un bon premier step. C'est un bon premier step. Mais quand on regarde, c'est quoi la norme dans cet exercice-là? Parce que ça a été testé. Puis norme, c'est population saine, c'est ça? Population saine, mais ça a aussi été testé chez les gens avec cervicalgie. Donc, chez les populations saines, d'être capable de tenir cette position-là contre la gravité, les gens en moyenne peuvent tenir presque 4 minutes. Mais peuvent tenir presque 4 minutes avec une charge de 2 kilos accrochée sur la tête. 5 livres. C'est ça. Donc, avec 5 livres, ils font 4 minutes. Donc, est-ce que 10 secondes sans charge est suffisant? Probablement pas. Mais là, tu l'as mentionné, mais c'est une population qui n'a pas de douleur. Et ça a été testé chez les cervicalgies. Et chez les gens avec cervicalgie, donc, ils sont en épisode douloureux. Toujours avec la même charge, c'est des gens qui font quand même au-delà de 2 minutes. Fait que clairement, il faut les ramener là. Clairement, il faut les ramener là, puis même, il faudrait les ramener à du 3, puis même à du 4 minutes. Donc, je pense que des fois, on est peut-être un petit peu trop conservateur en lien avec certains exercices quand vient le temps justement de développer de la force. Puis ultimement, cette force-là va se transférer aussi à la fonction. Ouais, clairement. Fait qu'il y a des choses de plus à faire aussi que l'aspect contrôle, mais souvent, le contrôle, c'est la première étape. Il faut apprendre à bien bouger avant d'apprendre à bouger avec de la force. Bien d'accord avec toi. Puis, il y a souvent une espèce de... Tu sais, c'est pas séparé, ces deux catégories-là, même s'ils ont des principes physiologiques différents dans leur mécanisme par lequel ça va aider. Il y a une espèce de blend, puis les deux s'entremêlent, puis l'un peut supporter l'autre. Fait que, par exemple, quand on bouge bien, on peut mieux forcer, mieux bénéficier d'un renforcement, par exemple. Exactement. Puis à l'inverse, quelqu'un qui est plus fort, même s'il y a des petites lacunes au niveau technique, il va bien s'en sortir. Fait que tu sais, les deux peuvent être vrais, les deux peuvent être applicables. Ouais. Puis on sait que les croyances des gens envers le type d'exercice est un élément à considérer parce que ça affecte l'adhérence. L'adhérence qui est un élément
clé si on veut que les gens fassent des exercices pour améliorer les déficiences identifiées. Tout à fait. Puis, tu sais, le programme d'exercice qui sera le meilleur pour le patient, c'est tout simplement le programme d'exercice auquel le patient va adhérer. Ouais, parce qu'on peut faire le meilleur programme au monde, mais si la personne ne le fait pas, ben malheureusement, il n'y aura aucun changement. Ouais. Je me demande si les gens, suite à l'écoute, vont tester en bout de table avec 5 livres sur la tête. Je me rappelle, à l'école, on faisait en première année tous les tests physiques de ce genre-là pour apprendre à se familiariser. Je me rappelle, c'est moi qui avais fait le modèle pour le test d'extenseur. Puis je me rappelle que c'était un bon challenge. Là. Je me rappelle pas combien de minutes j'avais toffé, là, mais à retester éventuellement. Mais je l'ai fait, moi, une fois avec une classe de mes étudiants. J'avais pas la charge, fait que je l'ai fait faire juste avec le poids de tête pour voir. Puis il a fallu que j'arrête le test après 10 minutes. J'avais quelques étudiants à 10 minutes qui étaient encore là. Ouais. À partir de quand, dans le processus, on doit se questionner sur la nécessité de changer d'approche ou d'ajouter des professionnels de la santé ou de se poser des questions à savoir, et notre groupe intermédiaire, là, sont-ils en train de sombrer vers le groupe de chronicité? Ouais. Pardon. En fait, il y a une durée qui est un peu suggérée par des guides de pratique à laquelle je reviendrai par après, mais après, ma base, c'est de se questionner beaucoup sur l'évolution du patient. Puis ça, c'est d'utiliser les bons outils. Il y a quelques outils qu'on peut utiliser comme physiothérapeute ou comme tout autre professionnel qui sont super simples, en fait. Là, c'est beaucoup des questionnaires auto-rapportés de symptômes. Ouais. On utilise beaucoup l'index d'incapacité cervicale, qui est un questionnaire à 10 questions que le patient remplit. C'est des choix de réponse, là, donc c'est à peu près 2 minutes à remplir. Ça nous donne un score total. Et ce genre d'outils-là, puis il en existe quelques autres en lien avec l'entorse cervicale là, qui sont très intéressants. Lorsqu'ils arrêtent de s'améliorer significativement, c'est selon moi le critère numéro 1 pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'il y a une espèce de plateau qui veut s'installer. Là. Voilà, mais un plateau sur des outils validés et pertinents. Ouais. Ça, c'est important. Autre que ça, ce qui est conseillé par les guides de pratique actuellement, c'est après 6 semaines. Si après 6 semaines, il n'y a pas eu d'amélioration significative, c'est signe que ça prend une approche interdisciplinaire. Fait que là, il faut pousser un petit peu plus loin. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose qui, je pense, des fois, manque un peu. Plusieurs raisons possibles, encore une fois, organisme payeur, disponibilité de la ressource, facteurs démographiques, peu importe. Mais malheureusement, c'est des choses auxquelles souvent les patients n'ont pas accès. T'sais, à 6 semaines, même s'ils n'ont pas bien évolué encore, c'est pas rare qu'ils restent uniquement dans les cliniques de physiothérapie, qu'il n'y a pas d'ergothérapeute, de psychothérapeute, de travailleur social, de peu importe quel autre spécialiste ou autre professionnel pertinent qui pourrait être ajouté au dossier. Ouais. Fait je pense qu'il faut des fois être un petit peu plus agressif sur la référence. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je m'assure que les gens comprennent que le 6 semaines, c'est pas nécessaire d'être parfait à 6 semaines. Mais non, pas du tout. Si on ne voit pas une tendance vers l'amélioration significative à 6 semaines, ça, déjà, c'est anormal. Tu sais, toute condition musculo-squelettique récente aiguë, dans de 2, 4, 6 semaines, on devrait avoir une évolution naturelle de la condition. Exactement. Et si c'est pas le cas, ben c'est rare que à 10 semaines, ils vont être parfaits. Si à 6 semaines, ils n'ont pas eu de changement. Là. Ça, c'est certain. Puis, un peu comme tu l'as dit, même si à 10 semaines, ils ne sont pas parfaits, s'ils sont encore en train de s'améliorer, c'est signe qu'on est dans la bonne direction. Il n'y a pas besoin de... En fait, moi, je pense qu'il ne faut jamais changer une recette gagnante. Il faut juste poursuivre puis la faire évoluer. Chacun a sa durée de récupération. Là. Tout à fait. Puis ça, c'est bien normal. Veux-tu juste peut-être, pour les cliniciens qui sont à l'écoute, mentionner les meilleurs outils que tu as mentionnés pour assurer le suivi? Tu as parlé du NDI, le Neck Disability Index. Oui, effectivement. Si j'y vais beaucoup dans les questionnaires, là, donc je vais ressortir justement les guides de pratique par rapport à ça. Le premier, c'est l'index d'incapacité cervicale qui est très, très utilisé, qui est traduit, je pense, même en presque toutes les langues maintenant. C'est probablement celui qui est le plus utilisé dans la littérature quand on essaie de mesurer des changements au niveau du cou. Là. Effectivement. Ensuite de ça, on a l'échelle de mesure de la douleur. Ça peut être une échelle visuelle comme ça peut être une échelle numérique. Donc ça, c'est toujours intéressant. Un questionnaire en lien avec des facteurs dits psychosociaux. Ça dépend un peu de ce que le patient présente comme profil au début. Pour la catastrophisation, il y a le Pain Catastrophizing Scale qui est évidemment très utilisé. Pour la kinésiophobie, il y a le TEMPA Scale for Kinésiophobia qui sont encore une fois toutes validées en français. Et au niveau de l'accident de voiture, un questionnaire sur le syndrome de stress post-traumatique. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce que ça, c'est un des facteurs qu'on retrouve dans les whiplash qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, chez les accidentés du travail, ce genre de choses-là. Il existe un questionnaire, il n'est pas beaucoup rapporté dans la littérature, mais je trouve qu'il est particulièrement intéressant sur l'hypervigilance. Fait que les gens qui sont très, très, très prudents, qui se protègent beaucoup, ça peut être intéressant. Puis un questionnaire qui va être un peu plus général. Fait que soit un
un questionnaire de type Global Rating of Change, fait qu'une espèce d'échelle du changement, ou un questionnaire vraiment un peu plus sur la qualité de vie, comme par exemple le SF36. Moins accessible souvent dans les cliniques parce que je pense que c'est juste une version payante, malheureusement. Là. Fait que c'est pas mal le core de ce qu'on va utiliser. Si on est dans une situation où on a des suspicions qu'il y a vraiment une sensibilisation du système nerveux central. Fait que ça arrive souvent chez les gens qui prennent la pente chronique. Concrètement, comment ça se traduit? C'est des gens qui vont répondre avec une douleur à des stimulations qui sont pas douloureuses normalement. Donc, exemple, si j'appuie avec une certaine force sur mon avant-bras, ça va prendre une bonne force avant que j'aille une réponse douloureuse. Mais chez ces gens-là, ça va en prendre beaucoup moins. Donc, pour ces facteurs-là, il y a 2 tests qui peuvent être faits en clinique. Il y a le seuil de douleur à la pression, justement, qu'on peut mesurer avec un petit appareil qu'on appelle un algomètre. Il y a des normes qui sont décrites pour ça, évidemment. Et l'autre qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, c'est un test de sensibilité au froid. Fait que ça, c'est une des choses qui est bien rapportée chez les gens qui ont des sensibilisations centrales, c'est qu'ils deviennent hypersensibles au froid. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, chez les gens, des fois, qui disent ah là, je me suis fait mal, j'ai mis de la glace, c'était vraiment pire après. C'est pas parce que la glace en soi est dangereuse ou quoi que ce soit, c'est juste parce que le système nerveux est hypersensible chez ces gens-là. Fait qu'il y a un test qui peut être fait, c'est-à-dire on met de la glace, là, donc au niveau des whiplash, ce qui est rapporté, c'est de le mettre sur la région du trapèze supérieur, donc vraiment dans le cou. Chez toute autre personne, ça pourrait être plonge ta main dans de l'eau froide avec de la glace. Là. Puis là, ce qu'on note, c'est ça prend combien de temps avant que ça fasse mal. Fait que ça va être très inconfortable, c'est ça l'idée. Mais on veut vraiment savoir à quel moment le seuil douloureux arrive. Et normalement, on devrait être capable d'attendre environ 1 minute avant de dire vraiment ça fait mal, à moins bien évidemment d'avoir un problème de santé, comme par exemple un phénomène de Raynaud qui touche la circulation périphérique, qui là, devient une contre-indication au test. Et chez les gens qui vont avoir des sensibilisations centrales, c'est des gens qui vont avoir une douleur beaucoup plus rapidement. On parle de 5, 10, 15 secondes environ. Quand même intéressant. Fait que ça, c'est des. Ce qui est un test accessible, facile, pas cher. Effectivement, il n'y a aucun coût relié à ça ou à peu près. OK, intéressant. Fait que ça demeure quand même plusieurs mesures pour les cliniciens pour être capable d'identifier, où sont rendus les gens puis sont-ils dans la bonne direction. Effectivement. Fait que quand les gens sont rendus à avoir des symptômes persistants, peut-être d'emblée, c'est quoi les symptômes persistants les plus rapportés associés au whiplash, à part la douleur cervicale, évidemment, qui doit venir en tête de liste? C'est sûr que ça, c'est la première chose. Dans les autres choses qui vont sortir, les maux de tête, souvent. La fatigue, puis ça, c'est un autre élément qui est particulièrement intéressant puis pour lequel on peut donner là, beaucoup d'éducation aux gens dont on pourra reparler. Tous les symptômes qui s'apparentent à la commotion cérébrale. Donc, les troubles visuels, exemple, les difficultés à la lecture, regarder les écrans à télévision, etc. Tous les troubles de type étourdissement ou ce qu'on appelle le lightheadedness, la sensation de tête légère, qu'on pourrait traduire en français. Des fois, un petit peu d'acouphène, ces choses-là. Fait que ces éléments-là... Cognitif, la concentration, mémoire... Oui, ça peut venir aussi. Ça peut venir aussi. Fait que c'est souvent ces éléments-là qui vont persister. Puis dans quelques cas, les gens vont développer aussi des douleurs dans le membre supérieur de façon latente. Donc, l'accident est arrivé, par exemple, au mois de septembre, mais ils vont commencer à avoir des douleurs dans le bras uniquement au mois de décembre ou janvier. Et ça peut être quand même des conséquences là, du whiplash initialement. Un peu moins fréquent, par contre. Ouais. J'aimerais ça qu'on décortique. Il y a comme 3 grandes catégories de vecteurs de chronicité ou de vecteurs à avoir de la persistance des symptômes. Il y a des vecteurs musculo-squelettiques. L'accident d'auto peut amener des problèmes musculo-squelettiques dans la région. On va en parler. Il y a tous les changements qu'on appelle sensorimoteurs qui peuvent arriver. Puis on va expliquer comment ça peut entretenir des symptômes. Puis les facteurs psychosociaux qu'on a déjà abordés un petit peu, mais on va les regrouper peut-être dans ceux qui sont les plus fréquents. Fait que si on commence avec les vecteurs musculo-squelettiques, c'est quoi les principaux problèmes que l'accident d'auto amène au niveau du cou qui peuvent faire en sorte qu'à long terme, on maintient des symptômes si c'est pas traité? La perte de mobilité, c'est le numéro 1. Donc, c'est-à-dire les gens qui perdent vraiment du mouvement. Si on parle en degrés, par exemple, les gens pré-accident étaient capables de tourner la tête de 70 degrés de chaque côté. Post-accident, ils tournent de 45. Il y a une perte vraiment de mouvement. La perte de force, ça en est une deuxième. La perte de contrôle musculaire. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'importance des cours fléchisseurs. C'est des choses qu'on peut tester, qu'on peut mesurer en clinique. Test de flexion cervicale. Voilà, ça en est une troisième. Et je dirais que c'est pas mal ça mon top. Une quatrième, mais qui rentre aussi beaucoup dans l'aspect sensorimoteur, c'est ce qu'on appelle la proprioception cervicale. Puis là, il y a une nuance à faire entre proprioception et contrôle moteur. C'est 2 termes qui sont souvent interchangés en clinique.
Contrôle moteur, on pourrait plus définir ça par, qualité du mouvement, être capable d'exécuter un mouvement ou maintenir une position en utilisant les muscles qu'on veut, le temps qu'on veut, dans l'amplitude qu'on veut, etc. La proprioception, c'est vraiment, est-ce que je sais où est positionnée ma tête, mon bras dans l'espace. Donc, pour les gens qui sont à la maison, la proprioception, c'est quoi? Bien, si je ferme mes yeux, que je lève mon bras ici en avant, j'ai pas besoin de le voir pour savoir qui est exactement à cet endroit-là. Ouais. C'est ça, la proprioception. Et ça, c'est des choses qui sont souvent altérées post-accident de voiture. Ouais, qu'on peut évaluer, par exemple, avec un petit laser sur la tête où on fait tourner la tête puis on demande aux gens de repositionner le laser en ayant les yeux fermés. Exactement. Donc, ça, c'est le test classique qu'on appelle le Joint Position Error, qui est très validé et qui est aussi un bon prédicteur, justement, de douleur, etc. Fait qu'à ce moment-là, quand les gens ont des déficiences au niveau de la région cervicale comme ça, bien, on a des interventions de choix qui peuvent adresser ces problèmes-là. Fait que, par exemple, en thérapie manuelle ou avec des exercices pour récupérer la mobilité, des exercices pour adresser les déficits musculaires. Fait qu'on a déjà parlé des exercices de rééducation neuromusculaire, les exercices de renforcement, puis ben, tout ce qui est proprioceptif cervical avec le laser, par exemple. Oui, exactement. Puis ça fait partie des interventions qui sont les mieux soutenues dans la littérature aussi là, à cet effet-là. Si on parle des changements sensorimoteurs, qu'est-ce qu'on entend par ça, puis ça se manifeste comment? Bien, il faut comprendre en premier pourquoi ça se produit. Donc, la région du cou, c'est une région qui est très, très riche au niveau de notre système nerveux. Donc, on a partout dans notre corps, au niveau de la peau, des articulations, des muscles et tout ça, des petits récepteurs qui sont là pour dire à notre cerveau, bien, il est en train de se passer X, Y chose. Je suis en train d'avoir une pression à cet endroit-là. Je suis en train de ressentir du frottement à cet endroit-là, par exemple. Et ces récepteurs-là, ils ont une certaine concentration. Un des endroits auxquels on a une concentration élevée, sans surprise, c'est les doigts. Avec nos doigts, on est capable de bien sentir, le toucher. On est capable d'avoir beaucoup de précision. On pense aux gens, par exemple, qui écrivent à la main encore. Il y en existe. Sinon, les gens qui jouent de la musique, ces choses-là. Tiens, on est capable d'avoir une très bonne discrimination du toucher à ces endroits-là. Au niveau du cou, en termes de concentration de récepteurs, on en a beaucoup plus que dans la main. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ces récepteurs-là vont avoir un lien neurologique entre les yeux et ce qu'on appelle le système vestibulaire. Fait que ça, c'est le petit appareil qu'on a à l'intérieur de l'oreille qui est capable de nous dire comment est-ce que je me situe dans l'espace, comment est-ce que je me déplace dans l'espace. C'est souvent l'appareil qui est déficient lorsqu'on a des problèmes d'étourdissement. Donc, lorsqu'on a une blessure au niveau du cou, qu'elle soit visible ou non sur un examen radiologique, ces petits récepteurs-là peuvent être affectés. Et étant donné que ces récepteurs-là sont affectés, bien, c'est là qu'on va perdre notre capacité à comprendre où est située notre tête dans l'espace. À cause du lien avec les yeux, en partie, on va aussi avoir de la difficulté à focusser sur une image. Donc, souvent, les gens qui vont nous dire « si j'essaie de regarder rapidement de droite à gauche, c'est comme si l'image arrivait après. » Comme s'il y a un retard. Exactement. Ça va se manifester beaucoup à la lecture. Les gens ils disent « je lis une ligne », puis c'est comme si il faut que je la recommence. Là. On dirait que j'ai de la misère à passer à la suivante. Ou bon, vient aussi les problèmes de concentration et tout ça, mais souvent la fonction qu'on appelle oculomotrice. Des fois, qui peut être rapportée. Là. Vision floue, ça fait partie aussi des choses, des gens qui voient des points, ces choses-là. Et bien évidemment, tout ce qui est étourdissement, sensation de perte d'équilibre, sensation d'être un peu instable sur le sol, par exemple. Donc, les gens qui disent c'est comme si j'étais sur un bateau, ben, c'est toutes des choses qui peuvent se produire à cause de la blessure cervicale directement ou ben, si jamais il y a une composante de TCC à cause du TCC aussi. Là. Oui. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que ça introduit l'idée qu'on peut avoir des symptômes à cause du phénomène mécanique d'étirement ou de compression qui s'est passé au cou sans que ce soit dû à une blessure structurelle significative. Effectivement. C'est comme si les récepteurs d'information au niveau du cou font plus bien leur job. C'est comme s'ils ont perdu leurs lunettes un peu. Là, puis ils ne donnent plus la capacité au cerveau d'être bien orienté dans l'espace par rapport à l'ensemble des stimulations qui viennent des yeux ou qui viennent de l'oreille, par exemple. Là. Exactement. Et ça permet ensuite de transitionner vers une éducation de on peut intervenir sur ces systèmes-là. Ouais. Et ça permet de faire comprendre aux gens comment ça se fait qu'on peut intervenir sur le cou avec de la thérapie manuelle ou des exercices et avoir un impact sur des symptômes visuels, par exemple. Oui, effectivement. Parce que c'est dans les plus rapportés, ces symptômes-là, et on sait que les interventions au niveau du cou peuvent modifier ces symptômes-là. Oui, puis il y a vraiment des interventions clés, là, donc pour les cliniciens qui sont à l'écoute, là, les techniques, entre autres, de Mulligan, qui sont les mobilisations avec mouvement, très, très bien soutenues dans la littérature pour les étourdissements cervicogéniques, en plus de pour les céphalées cervicogéniques, donc les maux de tête qui sont reliés au cou. Fait que ça fait partie des techniques clés là, qu'on peut utiliser chez cette population-là. Évidemment, quand il y a des problèmes sensorimoteurs, on a aussi des outils d'évaluation pour mesurer, objectiver ça en clinique,
Et c'est à partir de ces outils-là qu'on peut bâtir un programme d'exercice. Puis dans des cas comme ça, le programme d'exercice, si on sort de l'aspect vraiment juste cou, puis qu'on va regarder, exemple, les mouvements des yeux, les réflexes au niveau des yeux, ces choses-là, c'est beaucoup une approche par désensibilisation. Donc, on expose progressivement le système nerveux à ces réflexes-là, à ces stimulations-là, mais juste au seuil ou un petit peu en bas du seuil où ça provoque des symptômes pour engendrer une désensibilisation. Oui. Puis je ne sais pas si tu as eu la chance de... Pierre Langevin présentait au symposium de l'OQPMA, puis il présentait ses résultats de recherche. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça malheureusement. passer, mais je trouvais ça très intéressant parce qu'il parlait de les gens qui ont des commotions cérébrales, qui ont des symptômes persistants et qui ont des fameux symptômes reproduits sur le VOMS, là, le Vestibular Ocular Motor Screening. Donc, par exemple, on fait suivre le doigt avec les yeux, en haut, en bas, etc. Le principal élément qui était corrélé à ça, c'était les populations qui ont des dysfonctions cervicales. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que les problématiques au niveau du cou sont vraiment associées à créer ce genre de symptômes-là au niveau du mouvement des yeux, par exemple. Fait que c'est une cible d'intervention de choix. Oui, puis même en clinique, il y a un test en particulier, je ne sais pas si tu le connais, qui... Le Neck Torsion Smooth Pursuit Et voilà, test. Donc le SPNT, le Smooth Pursuit Neck Torsion Test. Donc, pour les cliniciens, encore une fois, qui sont avec nous, si jamais vous ne connaissez pas le test, en fait, on fait faire un test de poursuite visuelle aux patients. Donc, ça peut être suivre un doigt ou suivre un stylo, peu importe, de gauche à droite, de haut en bas. On note les symptômes. Et ensuite, on veut savoir si la région cervicale et la région vestibulaire influencent cette réponse-là. Donc, on fait répéter le test, mais avec le patient qui a la tête tournée soit à droite ou à gauche. Et là, on vient d'influencer la région cervicale et le système vestibulaire parce que la tête s'est déplacée dans l'espace. Et ensuite, on fait répéter le test, mais avec la tête qui est fixe et le corps qui va tourner sous la tête. Donc, encore une fois, quand on fait ça en clinique, ça a l'air un peu farfelu, puisqu'on fait la même chose 3 fois finalement. Mais dans les 3 tentatives, il y en a une pour laquelle on n'a pas de stress ajouté cervical-vestibulaire. Il y en a une dans laquelle on a un stress ajouté sur les 2 systèmes. Et dans l'autre, on isole uniquement le système cervical ou musculo-squelettique qui provient du cou dans ce cas-là. Et lorsqu'on a une réponse qui est très différente au niveau symptomatique, puis même des fois au niveau de la capacité à suivre l'objet, bien, ça nous dit qu'il y a un des systèmes qui est défaillant puis qui influence les symptômes. Et c'est vraiment pas rare de voir des difficultés beaucoup plus grandes à effectuer la poursuite visuelle ou beaucoup plus de symptômes avec la tête qui est fixe et les épaules qui sont tournées en dessous. Et ça, c'est un gros prédicteur qui fait en sorte qu'on voudrait, à ce moment-là, aller évaluer plus en profondeur et traiter la région cervicale. Puis des fois même en clinique, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des changements positifs sur la fonction sensorimotrice. Donc, on va prendre le même exemple, capacité à suivre un objet, sans même donner d'exercice spécifique aux patients pour ça. Oui, intra-traitement, tu pourrais faire une manipulation, une mobilisation au niveau cervical. Tout à fait. Voir ces changements-là. Tout à fait. Ce qui nous amène à la 3e et dernière catégorie de facteurs de risque ou vecteurs de symptômes persistants, qui sont les fameux facteurs psychosociaux. Honnêtement, tu sais, en douleur musculo-squelettique, en 2025, avec l'ensemble de la science sur le sujet, on ne peut plus ignorer ces facteurs-là qui sont des cibles de choix pour être capable de se sortir d'un cercle vicieux de douleur chronique. Ceci dit, on a déjà parlé de la catastrophisation à la douleur. On a parlé de la kinésiophobie, l'aspect d'anxiété, qui sont honnêtement un top 3 qui ressort toujours. Peu importe la localisation de la douleur, épaule, dos, genou. La kinésiophobie, la catastrophisation, l'anxiété, la peur, l'évitement de la douleur, c'est toujours corrélé à un portrait plus sombre et c'est des sites d'intervention de choix. Et on sait que quand on modifie ça, ça modifie l'évolution des gens. Ceci dit, pour la population whiplash, c'est lesquels qui semblent le plus associés ou qu'est-ce qui est vraiment documenté qui est particulier à cette population-là? Ce qui change par rapport à cette population-là qu'on ne retrouve pas trop chez les autres, le sentiment d'injustice. Ça en est un qui est très, très fort. Fait que souvent, c'est qui? C'est celui qui a eu l'accident, mais que c'était pas de sa faute. T'sais. Exact. C'est l'autre a passé sur une lumière rouge ou l'autre n'a pas fait son stop ou l'autre n'a pas fait son angle mort. Fait que ce sentiment d'injustice-là est quand même particulier. On peut le retrouver des fois dans certaines blessures survenues au travail. Comme par exemple dans le contexte. Parallèle que j'allais faire. Comme par exemple dans le contexte où le travailleur dit normalement, je ne la fais jamais cette tâche-là, puis je me suis blessé en la faisant parce que mon collègue était absent ou parce que mon patron m'a demandé de le faire alors que c'est pas ma job. J'ai fait de l'overtime pour rendre service, puis là, il m'est arrivé ça. C'est ça. Fait que, c'est un petit peu moins fréquent, mais on peut la retrouver quand même au niveau du travail. Puis sinon, l'autre, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Qu'on va voir là, souvent. Effectivement.
Maintenant, ce qui devient intéressant puis qui est quand même rapporté aussi dans la littérature, c'est que si j'évalue tout ça en aigu, donc on suppose que j'ai un patient qui vient me voir jour 1, et là, j'y passe un paquet de questionnaires, puis là, j'ai des facteurs là-dedans qui ressortent. C'est pas nécessaire, jour 1, de tout de suite s'asseoir et de dire « Oh, tu sais, il faut absolument intervenir sur le syndrome de stress post-traumatique. » N'importe qui a eu un accident de voiture, puis moi, j'ai eu un bon accident il y a quand même quelques années, c'est juste normal d'avoir un certain niveau de stress pendant un certain temps. Puis ce qu'on a observé dans la littérature, c'est que en général, dans les premières semaines, donc le fameux stretch de 6 semaines post-accident, si les symptômes physiques s'améliorent, il y a des bonnes chances que les facteurs non biologiques s'améliorent en même temps un petit peu d'eux-mêmes. Pourquoi? Ben, les gens ont moins mal, sont un peu plus rassurés, la situation a été normalisée. Puis c'est pas nécessaire de tout de suite rentrer là, dans des grosses interventions interdisciplinaires. Par contre, si jamais on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, que ce soit uniquement dans les facteurs psychosociaux ou dans les deux, les facteurs physiques et les facteurs psychosociaux, ben là, c'est là qu'il faut intervenir, là, bien évidemment. Ça me fait penser, parce que j'ai observé ça cliniquement aussi, que des fois, il y a des choses qui sortent. Parce que nous, on a, dans notre questionnaire médical à la clinique, on dépiste une douzaine de facteurs psychosociaux chez tout le monde. Excellent. Chez tout le monde. Puis on a vraiment choisi ceux qui sont le plus démontrés à travers toutes les pathologies pour s'éviter de toujours donner 10 questionnaires de 10 questions, parce que ça, c'est une des limites. Là. Oui, tout à fait. Et tout ça pour dire que quand quelqu'un est en douleur aiguë, la question de la kinésiophobie sort presque tout le temps positif. Quelle est votre peur d'avoir votre douleur augmentée par l'activité physique? Ben, si tu as eu une entorse de cheville récente, ben, c'est un peu normal. C'est sûr. Voilà. Mais si tu regardes quand les gens s'améliorent, ce facteur-là se normalise tout seul. Voilà. Versus des gens qui ont mal au dos depuis 3 ans, puis là, qui cotent encore à 9 sur 10 sur la peur que l'activité physique augmente leur douleur. Fait que de les contextualiser aide aussi, évidemment. Énormément. Je veux faire du pouce sur le sentiment d'injustice parce que ça, c'est extrêmement difficile pour les professionnels de la santé parce qu'on n'a pas un grand levier là-dessus. Malheureusement. Et c'est extrêmement fort, là, le sentiment d'injustice. C'est probablement une des pires émotions qu'un être humain peut vivre, l'injustice. L'impuissance, l'injustice, d'avoir l'impression que ça n'aurait pas dû arriver. C'est comme difficile de voir l'amélioration chez les gens qui ont ça. Surtout s'il y a une composante de litige avec l'agent payeur. Effectivement. Fait que, on sait que, par exemple, dans les dossiers ici au Québec, si on a un accident d'auto, on est couvert par la SAC, en physiothérapie, par exemple. Puis pour les indemnités, pour la durée d'arrêt de travail. Mais si les gens sont considérés comme ayant des séquelles à long terme, ils vont avoir ils vont avoir le droit à une compensation financière. Et on a de la littérature qui nous dit que quand tu as eu une blessure dans un contexte qui te donne droit à une compensation, c'est un facteur de risque d'avoir des symptômes persistants. Effectivement. Fait qu'il y a comme tout ça qui rentre en compte, qui est dur à jongler pour le patient, dur pour les médecins, dur pour les agents payeurs et dur pour les professionnels de la santé. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. En fait, tu disais, le sentiment d'impuissance, c'est un des pires sentiments qu'on peut avoir. Puis malheureusement, devant une situation comme ça, on est nous-mêmes un peu impuissants. C'est ça. Le système est conçu comme ça. Le système n'est pas mauvais en soi parce que, justement, il y en a des gens qui ont des symptômes persistants, qui ont des troubles fonctionnels persistants, puis c'est bien qu'on ait quelque chose un filet social, financier, ou c'est ça, pour les supporter. Il faut savoir, par contre, aussi que la proportion de gens qui vont volontairement accentuer leurs symptômes pour avoir plus de bénéfices, elle est extrêmement faible. On estime que c'est à peu près 10 % des gens. Là. Fait que, ça, c'est selon les données qu'on a, c'est l'estimation. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vrai que les gens qui ont subi une blessure pour laquelle ils ont une certaine couverture par un organisme payeur progressent plus lentement que les autres? La réponse est oui. En général, 3 à 4 fois plus lentement. Est-ce que c'est vrai que chez cette sous-population-là, il y a plus de risque de chronicité? La réponse est oui également. Mais est-ce que ces choses-là sont volontaires? Donc, est-ce que les patients font exprès d'être pires pour avoir plus de sous à la fin? La réponse est non dans la majorité des cas. C'est une minorité. Puis en fait, ça s'explique de façon logique. Il n'y a personne qui est heureux dans cette situation-là. Il n'y a personne qui souhaiterait à quelqu'un d'arriver dans une situation où ça fait tellement d'années qu'on n'est pas au travail, pas fonctionnel, invalide, que là, on a enfin droit à notre récompense financière. Il n'y a personne qui... C'est pas une vie, le fun. Là. Non. Puis ça devient la balance entre
financière et qualité de vie. Ben, je veux dire, la qualité de vie il y a un prix à l'emporte, payer. là, c'est ça, dans la majorité des cas. Ouais. Mais c'est ça, c'est malheureusement très difficile. On a quelques outils quand même pour nous aider à dépister les quelques cas qui font exprès, disons, là, mais c'est vraiment une minorité. Fait qu'il faut, nous, essayer de jongler avec ça, mais on n'a pas vraiment de levier d'intervention par rapport à ça. La seule chose, je dirais, qu'on tente d'optimiser, c'est via une approche interdisciplinaire, puis justement d'essayer de trouver est-ce qu'il y a quelque chose dans le contexte du patient qu'on pourrait modifier pour tenter qu'il y ait mieux dans cette situation-là quand même. Oui, clairement, parce que les gens qui sont blessés viennent avec leur bagage. Ouais. Donc, quelqu'un qui, je sais pas, avant d'être blessé, est insatisfait dans son travail, mais s'il est blessé, il est encore insatisfait dans son travail. Ça change pas. Clairement, c'est un facteur problématique puis qui peut entretenir une douleur plus longtemps ou qui peut être un frein ou une barrière au retour au travail. Ah, tout à fait. Pas nécessairement parce que la personne va simuler ou l'augmenter, simplement parce qu'elle est dans un contexte où, elle n'aime pas son travail, puis quelqu'un qui n'aime pas son travail, en général, c'est tough d'être heureux en moyenne. Voilà. Fait que ça contribue au portrait global. C'est sûr que ça contribue. Peut-être terminer avec les facteurs qui ne sont pas associés. On en a parlé d'emblée. Là, on vient de parler beaucoup de facteurs qui prédisent à ce que les gens aient des symptômes persistants. Mais il y a des symptômes qui sont vraiment pas associés à la persistance des symptômes. Ce serait quoi un tour d'horizon de ces éléments-là? Moi, je trouve toujours que le plus impressionnant, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la collision en soi. Donc, peu importe la vitesse, que tu étais passager, conducteur, que tu regardais en avant, en arrière, même à la limite que tu étais attaché ou non, ça n'a aucun lien avec ta récupération à long terme. Fait que ça m'impressionne toujours. Ah ouais, d'être attaché ou non? Oui, ça n'a pas de lien. C'est sûr que ça... On contextualise toujours ça, par exemple, au whiplash de grade 2. Là. Donc, les gens qui n'auront pas de blessures majeures comme fracture, luxation et tout ça. C'est ça. Mais même là, si on va voir un peu plus loin, même si tu as eu un accident de voiture qui a nécessité une chirurgie, si on se projette dans 5, 10, 15 ans, tu n'as pas un pronostic qui est plus mauvais pour autant. Fait que c'est vraiment impressionnant. Sinon, le niveau de conscience post-accident, donc les gens qui perdent connaissance, quoi que ce soit, ou même les gens qui ont eu un coma entre-temps, quand on regarde à long terme, ne sont pas plus à risque d'avoir de douleurs persistantes. Les gens qui ont été hospitalisés, qui sont allés aux soins intensifs, que tu sois allé une journée ou une semaine, c'est pas nécessairement signe d'un moins bon pronostic à long terme. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont quand même reliées directement avec la gravité de la blessure. Exact. Fait que ça, moi, ça m'impressionne toujours. Dans les autres choses qui sont quand même intéressantes parce que on le voit comme étant des facteurs d'un moins bon pronostic des fois dans d'autres populations, mais le statut d'emploi, donc est-ce que tu avais un emploi au moment de l'accident ou tu n'avais pas d'emploi, ça n'a pas de lien. Alors qu'en général, les gens, quand ils ont un emploi, souvent vont mieux progresser. Le niveau d'éducation est souvent un facteur de pronostic favorable, donc les gens qui ont un niveau d'éducation plus élevé vont souvent un petit peu mieux récupérer. Dans le cas du whiplash, il n'y a pas nécessairement là, de gros liens non plus. L'âge ne semble pas jouer de rôle. Parce que ça, c'est un mythe qui est rapporté. Vous savez, à mon âge, je ne pourrais pas récupérer de cet accident-là. Oui, c'est ça. Alors que non, l'âge, c'est juste un chiffre. Donc, non, ça n'a pas nécessairement de lien. Est-ce que c'est vrai quand même qu'il y a quelques éléments qui changent avec l'âge? Ben oui, le métabolisme ralentit un peu et tout ça, mais reste que dans du moyen long terme, ça n'a pas vraiment d'impact là, sur la capacité de récupérer. Puis un autre qu'on entend souvent, mais qui, lui, est un peu contradictoire quand même dans la littérature, c'est le genre. Donc, le genre féminin versus masculin. De façon générale, les femmes ont plus tendance à aller sur la pente de la chronicité que les hommes, toutes pathologies confondues. Pour le whiplash, certaines études disent que c'est le cas, d'autres disent que c'est pas le cas. Mais dans tous les cas, c'est pas vraiment un facteur modifiable quand on parle du genre biologique de la personne. Donc, je pense pas nécessairement que ça a un gros impact. Oui, puis j'aurais tendance à soulever un des facteurs confondants qui est rapporté, entre autres, dans les commotions, que les hommes rapportent beaucoup moins leurs symptômes que les femmes. Aussi. Fait que dans la littérature, les hommes, on sait, pour les commotions, vont moins les rapporter, vont moins rapporter les symptômes persistants. Fait que sont supposés être tough puis cacher la douleur. Là. Culturellement, là, c'est ça. Là. Puis, je serais curieux de voir, est-ce que c'est la même chose un peu partout sur la planète? Parce que dans d'autres cultures, c'est pas la même chose. Donc, je pense pas que c'est pareil partout, ça non plus, comme facteur. Ouais. Fait que ce que je retiens et qui est fascinant, c'est qu'on a de solides données pour nous dire que la gravité de la blessure, la gravité de l'accident n'est pas du tout un facteur qui prédit si les gens vont avoir persistance des symptômes. C'est beaucoup plus les facteurs associés au contexte. On a parlé du stress post-traumatique, la peur du mouvement, la catastrophisation de la douleur, l'injustice. Donc, les facteurs psychosociaux qui peuvent faire en sorte qu'une douleur persiste sont des cibles d'intervention cruciales pour être capable d'aider ces gens-là. Oui, à 100%.
Puis, on en parlait avant de débuter l'épisode, mais je mentionne aussi une des études qui a été faite par en fait, une cohorte qui ont suivi pendant 20 ans pour savoir est-ce que les gens qui ont un accident d'auto ont plus de dégénérescence au niveau des structures du cou 20 ans plus tard sur l'IRM. Et il n'y a absolument aucune différence à long terme sur la dégénérescence des structures cervicales quand on compare une cohorte qui a eu un accident d'auto 20 ans plus tard avec une cohorte de contrôle qui n'a pas eu d'accident d'auto. Fait qu'un autre élément qui nous dit que l'aspect structurel n'est pas la cible. C'est pas là-dessus qu'on doit mettre notre œil pour essayer de comprendre en moyenne pourquoi les gens ont des persistances de symptômes. Effectivement, puis ça corrèle très bien avec les données qu'on a aussi qui sont maintenant, je pense maintenant c'est bien connu sur la lombalgie. Donc, on regarde des populations de gens non symptomatiques qui n'ont même jamais eu d'épisode de douleur lombaire, puis on est capable de faire des corrélations avec des changements structurels de dégénérescence, donc de l'arthrose, des dégénérescences discales, tout ça, mais juste en fonction des tranches d'âge. Exact. Donc, à 90 ans, ben, c'est une très, très grande proportion des gens qui ont de la dégénérescence, alors qu'à 20 ans, il n'y en a presque pas. Mais même si tu n'as pas de douleur, c'est exactement la même chose. Non, clairement. Peut-être comme dernier point, j'aimerais ça qu'on parle, ça revient un peu pour boucler la boucle avec quand on parlait du contexte, l'aspect social, culturel. Il y a des études, des petites études qui ont été faites pour montrer que dans certains pays, le whiplash chronique, ça n'existe pratiquement pas. Comme si, culturellement, on sait que pour un accident d'auto, on n'est pas supposé avoir de symptômes dans ces pays-là ou que c'est pas un big deal, entre guillemets. Fait que, tu sais, clairement que ça joue un rôle comment, socialement, on voit l'accident d'auto. Comment on voit que c'est médiatisé, puis les morts par accident d'auto, souvent, c'est médiatisé. Donc, quel impact ça peut avoir sur la contribution aux symptômes? C'est vraiment une bonne question, puis ça remet un peu en question, justement, notre façon sociale de gérer la même, je dirais presque la santé en général. Il y a certains pays dans lesquels le concept de douleur chronique, associé ou non à un accident de voiture, ça peut être à tout autre contexte, n'existe tout simplement pas. Et c'est souvent dans des pays qui sont beaucoup moins développés. Puis là, on peut émettre plein d'hypothèses. On n'a pas nécessairement la réponse de pourquoi c'est comme ça. Mais il y a des pays où est-ce que, si tu as mal et tu n'es pas capable de fonctionner, tu vas probablement mourir dans les prochaines semaines parce que tu ne pourras pas t'alimenter, parce que tu ne seras pas supporté par personne. Je veux dire, tu vas devenir un boulet. Puis on va juste te laisser là, puis tu vas attendre de mourir tout seul. Fait que, le niveau probablement de motivation intrinsèque est de très, très loin supérieur pour essayer de s'en sortir que la personne qui, ici, culturellement, est un peu plus vue comme la personne fragile, la personne qu'on veut tenter de surprotéger, la personne à qui on va tenter de donner, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des compensations financières. On a une espèce de mode un peu protecteur qui, oui, pour les cas graves, les cas de blessures majeures, va être bénéfique, mais peut-être que pour certains autres cas, est peut-être un petit peu plus nuisible également. Fait moi, ce serait mon hypothèse principale là, dans ce qui peut expliquer peut-être cette différence-là. Sinon, c'est sûr qu'il y a des croyances, il y a des phénomènes aussi culturels qui font en sorte que ça peut jouer. Dans certaines cultures, la douleur est reliée à une punition d'une divinité quelconque. Fait que, clairement que ça change complètement la perspective puis l'expérience douloureuse versus ici, c'est relié à un traumatisme, à une blessure, à un événement quelconque. Ouais, c'est sûr. C'est toutes des choses qui vont influencer l'expérience douloureuse. Puis la douleur n'est pas un phénomène isolé, c'est vraiment un phénomène global. C'est un peu comme le plaisir, disons. C'est pas juste « Ah, j'ai du fun maintenant », puis ça part après. On a des souvenirs, on a un contexte, il y a des éléments qui vont aller rejoindre. Fait que la douleur, c'est un peu la même chose. C'est vraiment une expérience qui est multifactorielle, qui est sensorielle, qui est sociale, qui est culturelle, qui est cognitive, qui est physique. Puis ça fait en sorte que ça devient extrêmement complexe en termes de modulation aussi. Puis ça devient aussi extrêmement différent d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre. Puis, tu sais, clairement, la façon que les gens vivent leur douleur, puis comment leur entourage vit, puis les influences, tu sais, avoir un accident d'auto, puis que là, toute ta famille te protège, puis mon Dieu, il ne faut pas bouger, au repos complet. Tu sais, ce contexte-là peut prédisposer quelqu'un à développer des comportements d'évitement, des comportements de surprotection qui sont nuisibles à l'évolution, entre autres, là. Oh oui, tout à fait. Puis moi, ça me fait toujours penser à... C'est probablement des choses que tu as déjà entendues aussi dans ta pratique, là, mais
le patient qui arrive et qui me dit quelque chose qui ressemble à « Ah ouais, mon beau-frère a eu ça, puis ça a pris au moins 6 mois avant d'aller mieux. » Ben, tu sais, ça a clairement eu une influence négative sur ton pronostic. Là. Puis c'est juste une phrase qui a été dite. Là. Ou encore, le patient qui revient chez son médecin, mais ça pourrait être n'importe quel autre professionnel, qui a, disons, 40 ans, qui a eu un examen d'imagerie, puis là, il me dit « Mon médecin m'a dit que j'avais un dos de 80 ans. » Ben, tu sais, déjà, on vient de faire chuter le pronostic là, de façon significative juste à cause d'une petite phrase. Fait que, tu sais, quand je disais en début d'entrevue, là, tu sais, des fois, il faut juste planter la bonne graine, mais il faut aussi faire attention de ne pas planter la mauvaise. Oui, clairement. J'ai beaucoup lu pour essayer de comprendre comment fonctionne la catastrophisation à la douleur, puis il y a plusieurs modèles intéressants qui sont décrits. Puis, dans ce que tu viens de dire, ils appellent ça les informations menaçantes reliées à la santé. Fait qu'en anglais, ils vont parler de « threatening illness information ». Fait que, tu sais, le voisin qui a eu sa chirurgie parce que ça a mal été, le beau-père qui en a eu pour 10 ans, la belle-mère qui a fini en chaise roulante, l'autre qui s'est fait dire par un médecin ou un physio « mon Dieu, c'est le pire dos que j'ai vu ». Ça rentre dans la catégorie « information menaçante reliée à la santé ». Et c'est un vecteur vers la catastrophisation de la douleur et vers des comportements de peur et d'évitement et donc dans un cercle vicieux de chronicité. Là. Bien évidemment. Tu sais, si je reviens à l'exemple que je donnais avec la voiture, ben, tu sais, c'est un peu comme si tu vas au garage puis tu te fais dire, ben écoute, si tu continues d'aller sur la route avec ce char-là, ça se peut qu'il explose. Oui, exact. L'anxiété reliée à la conduite va augmenter. C'est ça. Il y a des bonnes chances que ça ne te tente pas. Versus s'il dit, ça fait juste un peu de bruit, c'est pas bien grave, il n'y a pas rien qui peut lâcher, ben tu vas peut-être le conduire un peu plus longtemps. Non, c'est exactement ça. Je pense que pour conclure, peut-être on pourrait faire un survol de tes messages clés. Tu sais, si tu savais, peut-être, on pourrait faire comme ça. Avant, est-ce que tu as d'autres choses que tu penses qu'on a oublié de dire? Est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon ou il y aurait d'autres informations clés qu'on n'a pas mentionnées? On a fait vraiment un bon tour d'horizon, mais il y a peut-être un élément qui est, en tout cas, dans mes connaissances à moi, qui est un peu plus nouveau et que je trouve qui serait particulièrement important. Certainement. C'est dans la gestion de la douleur aiguë. En fait, peu importe la cause, mais souvent, le facteur sommeil a un gros impact. Tu sais, combien on a de gens qui nous disent on a des douleurs la nuit, qui ont de la difficulté à dormir, mais en tout cas, moi, dans ma pratique, si je recule d'il y a quelques mois, parce que c'est très récent, puis quand je questionne mes collègues, je pense que je suis à peu près le seul à questionner ces éléments-là, puis à essayer de faire une certaine éducation sur l'hygiène du sommeil. Puis on sait que dans les 3 grandes catégories de choses qui vont faire en sorte que l'être humain va rester en santé le plus longtemps possible, bien, il y a l'exercice physique, la nutrition et le sommeil. Puis sûrement que le sommeil, c'est l'affaire numéro 1. Absolument. Mais c'est sûrement une des choses qu'on ne questionne jamais aussi. On l'a mis dans notre questionnaire de dépistage. C'est bon, excellent. Chez tout le monde. Donc, tu sais, ce qu'on veut, on veut s'assurer que les gens dorment bien. Puis comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bien, il y a juste des conseils de base qu'on peut donner. Fait que, tu sais, la première chose, comment ça va au niveau de votre sommeil? Tu sais, c'est la première question à poser. Vous dormez combien d'heures? Vous dormez de quelle heure à quelle heure? Est-ce que vous vous réveillez souvent? Quand vous levez le matin, est-ce que vous vous sentez encore fatigué? Vous êtes prêt à démarrer votre journée? Puis si on se rend compte qu'il y a des problématiques dans cette sphère-là, il y a des petits conseils qu'on peut donner qui sont extrêmement faciles. Oui, très simple. Donc, le premier, la quantité de sommeil. En général, entre 7 et 9 heures par jour, c'est ce qu'on conseille chez l'adulte. Il y a une variante, les gens ont des besoins un petit peu différents, mais en général, 7 à 9 heures, c'est ce qu'on vise. Idéalement en continu, on peut se lever une fois pour aller à la toilette, mettons, mais idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit en continu. Ensuite, la qualité du sommeil. À moins d'avoir un appareil qui nous permette de le mesurer de façon fiable, donc il y a différentes phases du sommeil, il y a un certain pourcentage de temps qu'on devrait passer idéalement dans chacune des phases, mais sinon, si je me réveille le matin et je suis encore fatigué, c'est souvent un signe de mauvaise qualité de sommeil, même si j'ai atteint ma cible de 7 à 9 heures. Sinon, pour les gens qui ont ce genre d'appareil-là, puis maintenant sur certaines montres intelligentes, on l'a, la fiabilité est questionnable, là, mais il y a la fameuse variance de fréquence cardiaque. Oui, c'est vrai. Donc, ce qu'on appelle le HRV. Et ça, idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus élevé possible. En général, là, comme une cible à ne pas trop dépasser, puisque là, les gens deviennent un peu léthargiques, là, mais normalement, on veut que ce soit élevé, ce qui démontre en fait une bonne activité du système nerveux parasympathique, donc celui qui fait en sorte qu'on a un niveau de stress qui est moins élevé et qu'on est plus en mode récupération. Fait que ça, ce serait comme la façon accessible d'avoir cette donnée-là. L'autre, c'est la régularité. Donc, on veut que les gens se couchent sensiblement à la même heure à tous les jours, se lèvent sensiblement à la même heure à tous les jours, semaine, fin de semaine, incluse. C'est ça l'élément clé, fin de semaine. C'est ça, c'est un élément clé. Le minuit à 11 h du matin, le week-end, il est fréquent, chez les gens. Il est fréquent, malheureusement. On retourne malheureusement. à 10 à 5 la semaine. Là. Voilà, puis ce petit gap-là est quand même vraiment important. D'ailleurs,
j'ai pas les données précises, je les ai pas relues récemment, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant quand j'ai entendu ça. Il y a beaucoup plus de certains diagnostics et de certains problèmes qui sont documentés lors des périodes de changement d'heure. Oui, je sais C'est exactement. vraiment impressionnant. Crise cardiaque, Ouais. accident de voiture. Voilà. Fait que 2 fois par année, il y a un moment de l'année où il y a dramatiquement moins de crises cardiaques sur la planète Terre et dramatiquement moins d'accidents de voiture. Puis c'est quand on gagne 1 heure de sommeil. Voilà. Et l'inverse se produit 6 mois plus tard. C'est impressionnant, Ça, hein? impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Fait que la régularité semble jouer un rôle vraiment important. Puis le dernier, qui est peut-être un peu plus difficile à appliquer selon le contexte, principalement social, professionnel, etc., c'est le timing. Donc, tout le monde a une espèce d'horloge interne de 24 heures. Et ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a des gens qui sont confortables à se coucher à 2-3 heures du matin, puis qu'eux, ils aiment ça commencer, si c'est des étudiants à étudier ou à travailler, à 9-10 heures le soir. Ouais, les oiseaux de nuit. Voilà. Puis il y en a d'autres que eux, à 5 heures du matin, ils sont debout, ils sont prêts à faire leur journée. Fait que, idéalement, d'essayer de respecter cette espèce d'horloge biologique-là. Sinon, il existe différents protocoles pour la modifier un petit peu. Fait que ça, c'est déjà les choses un peu de base. Mm-hmm. Dans les conseils que je donne aux gens pour tenter d'atteindre ces cibles-là, de s'exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible. Ouais. Parce que le rythme du sommeil, donc le fameux rythme circadien, c'est pas juste la nuit, c'est le jour aussi. Fait que le jour, il faut que le système nerveux comprenne que c'est le jour. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est de s'exposer à la lumière du soleil rapidement après le lever. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une des premières choses que je vais conseiller. La deuxième, c'est la régulation de la température. C'est bien démontré que pour s'endormir, notre température corporelle doit baisser de 1 à 3 degrés. Et pour tomber dans un sommeil profond, elle doit baisser un petit peu plus. Mm-hmm. Donc, si les gens dorment dans des pièces où il fait 23, 24, 25, ça vient de mettre une barrière à la possibilité de s'endormir et également à la capacité du sommeil. Donc, évidemment, les thermopompes, les airs climatisés, il y a une couple d'affaires comme ça, mais il existe même maintenant des systèmes de refroidissement qui se met directement sur le lit. Et quand les gens n'ont pas nécessairement ce budget-là, le truc très facile que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, qui est quand même soutenu par la littérature, au moment du coucher, vous prenez une bouteille d'eau en plastique, donc qui va devenir froide si vous mettez quelque chose de froid dedans, de l'eau avec de la glace, puis vous la tenez dans vos mains. Et c'est une des façons de faire baisser la température corporelle le plus rapidement et qui, encore une fois, est très peu coûteuse. Très intéressant. Fait que ça fait partie des choses que je vais conseiller vraiment concrètement aux gens pour tenter de réguler leur sommeil le plus rapidement possible. Et mieux les gens vont dormir, mieux ils vont se porter de façon générale. Le dernier point qui est un peu une évidence, mais qui socialement est très, très, très difficile, c'est d'abolir l'utilisation d'écran en soirée, surtout des choses qui sont interactives, donc les médias sociaux, les très, très courtes vidéos. Qui stimule le cerveau. C'est ça, ce qui est trop stimulant. Une petite série tranquille, ça va. Là. Voilà, donc ça peut aller, mais sinon, on essaie de faire attention. On peut mettre des filtres maintenant sur nos appareils pour éliminer les spectres de lumière bleue qui sont un petit peu plus dommageables pour le sommeil. Et en termes de temps, c'est variable. Souvent, ce qu'on voit dans la littérature, c'est 1 heure avant le coucher, on veut tenter d'éliminer les écrans. Certaines données qui nous disent plus idéalement 2 heures, mais souvent, ça devient difficile, surtout comme, par exemple, en ce moment, finale de la Coupe Stanley. Asseoir dans une demi-heure. Voilà. Fait que ça devient un peu plus challengeant, mais il y a des façons de faire quand même. Fait que ça, c'est un aspect que j'ai commencé à adresser très récemment dans ma pratique. Puis on parlait un peu plus tôt de l'importance de l'éducation, puis on disait, quand on traite les gens, c'est pas juste en faisant des techniques manuelles ou en recommandant des exercices précis, mais c'est aussi en leur donnant de l'information, de l'éducation, puis le pouvoir de changer eux-mêmes, finalement, leurs conditions. Mais ça fait partie des choses que je dis maintenant très régulièrement, puis pour lesquelles j'ai un bon impact. Puis pour les gens qui adorent lire pour en apprendre plus, j'invite les gens, tu dois avoir lu le livre de Matthew Walker, Why We Sleep. J'ai écouté beaucoup d'entrevues avec cette personne-là, puis les fameuses, lui, il appelle ça le QQRT, là. Donc quantité, qualité, régularité, timing, c'est de lui que ça vient. Oui, c'est ça. Fait que Matthew Walker, qui est un chercheur britannique sur le sommeil, il a écrit un super livre qui est peut-être un peu trop précis pour les gens comme grand public, mais moi, j'adore ça. Je pense que ça s'appelle « Pourquoi nous dormons ». Exact. Mais il a été invité sur plein de podcasts, il y a des TED Talks, fait que c'est une bonne référence. Matthew Walker sur YouTube, ça se trouve très bien. Oui. Puis, je vais m'assurer que
Ma copine écoute la section sur la température parce que on se chicane vraiment pas beaucoup dans la vie, mais 9 fois sur 10, c'est sur la température de la chambre. C'est la même chose de mon côté. Je lui répète mes arguments béton de la littérature, puis pour elle, ça passe pas, ça. Fait que bref, je vais lui refaire écouter ça. Fait que, en conclusion, peut-être, ce serait quoi si j'avais à te demander un message clé, d'abord, que tu aimerais que les gens qui ont vécu un whiplash retiennent, puis ensuite, peut-être un message pour les professionnels de la santé, peut-être surtout physiothérapeutes, professionnels de la physio qui prennent en charge ces clientèles-là. Bien, pour les patients, en fait, si vous avez subi un accident de voiture puis que vous n'êtes pas dans la catégorie des pathologies graves, donc vous ne vous êtes pas ramassé là, aux soins intensifs avec plein de tuyaux de branchés partout ou sur une table d'opération, puis même à la limite, si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous qu'il y a quand même la majorité des gens récupèrent bien de ça. T'sais, on a parlé tout à l'heure des chiffres approximatifs. Une personne sur 5, ça va moins bien aller, mais il y a quand même 4 personnes sur 5 pour qui ça va aller moyen ou ça va aller bien. Donc, vous avez quand même des très bonnes chances que ça se passe bien. Et si malheureusement, vous êtes dans la catégorie de gens chez qui ça pourrait moins bien se passer, bien, on a des outils comme professionnels, que ce soit les physiothérapeutes ou d'autres professionnels, pour vous aider à passer au travers de cette épreuve-là. Donc, il y a moi, le premier, j'ai eu un bon accident de voiture, ça impliquait un tonneau et tout ça. Puis, aujourd'hui, je suis bien correct. Il n'y a aucun problème. La preuve vivante. Oui, si on veut. Donc c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour plein de personnes que j'ai vues dans ma carrière, c'est possible pour vous aussi. Fait qu'il faut juste trouver les bonnes pistes de solutions, finalement. Pour les professionnels, je pense que c'est important d'apprécier la complexité de la chose, l'aspect multifactoriel et surtout, moi, une des choses que je vois malheureusement pas souvent en clinique, puis je suis très content de t'entendre dire que vous le faites sur une base régulière, un bon dépistage de tous les facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. On a parlé de plusieurs choses. Si jamais vous voulez en savoir plus vraiment sur du concret, là, quels outils, quelles sont les valeurs seuil, comment est-ce que je teste X ou Y chose qu'on a discuté. Il y a des façons de le savoir. D'ailleurs, j'ai un webinaire là-dessus accessible en tout temps avec Atlas Médic qui vous donne toutes ces informations-là. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça à la première, à la deuxième, à la troisième rencontre, mais on doit quand même évaluer tous les facteurs possibles. Puis des fois, on est surpris de certaines choses qu'on va trouver. Puis il ne faut pas trop attendre. On a parlé quand même que souvent les symptômes physiques vont s'améliorer, les facteurs biopsychosociaux vont s'améliorer aussi. Mais si au bout d'un 6 semaines, ce n'est pas encore le cas, il faut agir, il faut être proactif, il faut recommander peut-être une approche interdisciplinaire ou référer à quelqu'un qui est plus expérimenté avec cette clientèle-là pour éviter le plus possible que les gens glissent là, vers la pente de la chronicité. Pour faire du pouce là-dessus, pour mes 2 messages clés, moi, d'intégrer ces questionnaires-là systématiques à tout le monde, ça a été un game changer pour notre pratique à l'ensemble des physios de la clinique. Ça fait peut-être 5 ans qu'on a fait ça. Puis c'est parce que moi, j'étais tanné d'aller à la pêche puis de guesser, de deviner qu'est-ce qui fait que ça évolue pas. Es-tu stressé? Ça va-tu mal à la maison? As-tu peur? Elle comprend pas bien. Fait que maintenant, là, c'est tellement clair. Là, puis d'emblée, jour 1, on fait de l'éducation par rapport à ça. On le dit que ça peut ralentir, mais on va voir comment ça évolue. Puis si jamais il y a de quoi, on sait quoi faire pour intervenir. Puis au besoin, on demande de l'aide à d'autres professionnels. Mais ça, vraiment, j'invite les physios puis l'ensemble des professionnels qui traitent la douleur à dépister ces facteurs-là. Moi, j'enseigne un cours sur les facteurs psychosociaux, puis notre questionnaire, je le donne aux gens qui veulent le voir, qu'est-ce qu'on fait. Fait que les gens peuvent m'écrire. Dans ta formation aussi, les gens ils peuvent avoir accès à ça. Fait que moi, ça me fait vraiment plaisir si les gens ils veulent l'avoir. Puis, peut-être le message pour les patients. Moi, un des rôles que j'essaie d'avoir avec le balado, c'est de déstigmatiser l'idée que la douleur est influencée par des facteurs autres que physiques. Puis juste de dire que c'est 100% normal et qu'il faut être capable d'accepter ça pour recevoir l'aide adéquate. Fait que, tu sais, les gens maintenant qui ont bien écouté l'épisode savent que s'ils ont des symptômes persistants, oui, il peut y avoir des composantes musculo-squelettiques, mais ça se peut très bien qu'il y ait d'autres facteurs. Puis si on n'est pas capable de le savoir puis de dépister, on ne pourra pas les aider. Fait que j'invite les gens à être vulnérables puis de partager à leurs professionnels de la santé s'ils se sont reconnus dans ces facteurs-là, sentiment d'injustice, stress post-traumatique, la catastrophisation, parce que il faut traiter ça si on veut que les gens s'en sortent. Puis il y a des stratégies très
utiles et qui fonctionnent au niveau thérapeutique pour que les gens se sortent de ces facteurs-là et qu'ils finissent par retrouver le niveau de fonction et la qualité de vie souhaitée, là. Fait que je pense que ça, c'est un message clé pour les gens. Tout à fait. On va conclure là-dessus. Merci énormément de ton temps. Merci d'avoir fait le détour par chez moi pour enregistrer l'épisode. Si les gens veulent en savoir plus, peut-être si jamais tu veux laisser un contact ou si les gens, comment ils peuvent trouver tes formations, tu les avais mentionné, on peut peut-être regrouper l'ensemble des contacts. Oui, en fait, la façon la plus simple, moi j'ai un site web qui s'appelle RehabTech, qu'on pourra possiblement mettre un lien direct. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Parfait. Puis sur ce site-là, en fait, là, il y a plusieurs choses qui sont peut-être un peu plus adressées à la population professionnelle et étudiante, mais toutes les formations que je donne sont affichées là de par des partenaires comme par exemple Atlas Médic, le Centre Occupé en santé qui est plus destiné aux infirmiers, infirmières, praticiens spécialisés également. Plusieurs liens aussi vers d'autres épisodes de podcasts que j'ai déjà fait par le passé là, qui sont gratuits, accessibles à tous, que les gens peuvent consulter. Et lorsque j'ai des conférences qui s'en viennent ou d'autres événements du genre, il y a aussi un petit peu d'informations, par exemple de type des infographies, des choses vraiment plus éducationnelles pour les professionnels. C'est toutes des choses que vous allez là, retrouver sur ce site-là. Super. Fait que je mettrai tous les liens. En fait, simplement le lien du site web, comme ça, tout est centralisé. Tout est là, effectivement. Et encore une fois, merci, puis au plaisir de se reparler dans le futur. Certainement. Merci à toi.